Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible. La liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vignot avec Émilien Vinet, et c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission. L'invité, il s'agit de Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015. Et Bernard Petit a publié avant l'été, et c'est un livre que je n'ai pas vu passer. Bonsoir Bernard Petit. Bonsoir. Donc je vous le dis tout de suite, j'ai découvert à la rentrée votre livre. C'est déjà bien. Parce que vous voyez, au mois de juin, on avait le mondial de foot, etc. Enfin bon, on n'avait pas beaucoup de place pour imaginer des émissions de l'heure du crime. Et en lisant votre livre, en découvrant votre livre dans notre rentrée des classes, on s'est dit qu'il fallait absolument vous inviter, ce qui est donc fait aujourd'hui. Je vous en remercie. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais, avant de vous laisser continuer, rappeler en 2 mots vos états de service. On sache qui parle. Plus de 40 ans dans la police, principalement d'ailleurs dans la police judiciaire. Vous avez passé pendant ces 40 ans la plupart de votre temps à lutter contre ce qu'on appelle la criminalité organisée, les narcotrafiquants, les braqueurs de banque, la Chinese Connection. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout. Les délinquants en col blanc aussi, bien sûr. Et puis le milieu pur et dur, si j'ose dire, le milieu corso marseillais. Et le 7 janvier 2015, vous êtes l'un des premiers, vous êtes patron du 36 et vous êtes l'un des premiers sur les lieux du carnage de Charlie Hebdo. Bref, le Premier ministre vous félicite après, etc. Un parcours qu'on appelle un parcours de grand flic. Et puis, on va aborder donc ensemble dans un petit instant quelques-unes de ces affaires qui vous ont particulièrement marqué au cours de votre carrière. Et puis moins d'un mois après ces félicitations ministérielles, 3 février 2015, tout bascule. Vous êtes dans votre bureau, le bureau de Maigret. On va perquisitionner le bureau de Maigret. Vous avez la police des polices qui arrive chez vous, et c'est pour vous. Oui, c'est exact, c'est pour moi. Et voilà, quelqu'un m'accuse de lui avoir révélé un secret d'enquête, un secret d'instruction. Et naturellement, cette personne m'accusant, une enquête est dirigée contre moi qui aboutit à une perquisition. Voilà, et qui se terminera garde à vue, 48 heures de garde à vue. Vous êtes invité à faire valoir vos droits à la retraite. C'est-à-dire que c'est tout un monde qui s'écroule pour vous. Tout à fait, en quelques secondes. Alors, ici, on va pas parler du fond de l'affaire, parce que d'abord, vous êtes mis en examen et l'instruction est toujours en cours. Quand on connaît le temps judiciaire, qui n'est pas le temps ni des médias, ni souvent du citoyen moyen. Donc, évidemment, on va pas parler du contenu de cette affaire. Est-ce que, quand même, est-ce que cet événement, c'est-à-dire, parce que vous intitulez le chapitre où vous en parlez dans votre livre, La Chute, est-ce que c'est cet événement qui vous fait finalement décider d'écrire un livre, puisque ce livre, je l'ai sous les yeux, il s'appelle Secret de flic, il est donc paru juste avant l'été aux éditions du Seuil, et en dehors de La Chute, vous y racontez les coulisses d'un certain nombre d'affaires dont on va parler tout à l'heure. Alors, si vous voulez, le livre, il y a qu'un chapitre qui est consacré à ma chute, puis ça s'appelle La Chute. Mais non, le livre parle tout à fait d'autre chose. Il est même, c'est prétentieux ce que je vous dis, il a même une volonté aussi d'être un peu littéraire. J'ai voulu raconter des histoires. C'est bien raconté, je vous le dis tout de suite. Bien les raconter et faire que les gens qui le lisent dévorent le livre plutôt qu'ils ne le posent comme ça, ingénument sur une étagère. Voilà, on peut dire, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des filatures, il y a des arrestations. C'est ce que je voulais. Non, j'ai toujours aimé écrire. Toujours aimé écrire. Je prépare même un autre livre pour bientôt, un roman cette fois. Et j'espère qu'il sera beaucoup plus palpitant que celui-là encore. Et non, j'ai toujours écrit. C'est sûr que écrivant maintenant, je devais consacrer une place à ma chute pour expliquer qui j'étais et
pourquoi j'avais le temps d'écrire ce livre. Comment vous avez eu le goût d'être policier ? Vous avez des policiers dans votre famille ? Non, je suis policier. Je suis devenu policier par hasard. Je le dis dans le livre, c'est expliqué. Hein. Je suis devenu policier par hasard, mais après 40 ans, j'ai aucun regret. Hein. C'est une vie extraordinaire. C'est la dernière phrase du livre. Une vie de flic tourmentée, mais je n'aurais pas aimé en vivre une autre. Non, c'est une vie extraordinaire. Surtout quand vous occupez du grand banditisme. C'est une vie extraordinaire, passionnante, même si parfois, comme c'est mon cas, on paye aussi un prix extraordinaire pour la vivre. Alors on va comprendre pourquoi cette dernière phrase est la dernière phrase de votre livre. Une pause, et puis ensuite action. L'heure du crime. Sur RTL. L'invité de l'heure du crime ce soir, Bernard Petit, 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs dans la police, et un livre, Secret de flic, secret évidemment au pluriel, un livre paru aux éditions du Seuil où Bernard Petit, qui a été, on va dire brièvement, mais il explique pourquoi, le patron du 36 quai des Orfèvres, est revenu après l'histoire qu'on évoquait il y a un petit instant. Il est revenu sur un parcours émaillé qui est entièrement, quasiment consacré à la police judiciaire et émaillé évidemment d'affaires que nous avons pour les uns et pour les autres tous lues pratiquement dans les journaux, comme celle qu'on va aborder maintenant. Ça se passe en 2010, le 5 juin 2010, un scénario alors là digne d'un grand film de banditisme. Samedi midi, on est sur le port de Golfe-Juan. 20 fonctionnaires de police sont tenus d'assaut, procèdent à l'interpellation de 3 hommes qui sont réunis sur leur yacht luxueux avec femmes et enfants. Ils sont considérés tous comme les figures peut-être les plus importantes du grand banditisme corso marseillais. Bernard Barézy, les frères Michel et Gérard Campanella sont arrêtés avec d'autres personnes bien sûr, 12 autres personnes en même temps, et puis sont placés en garde à vue. Et 2 jours plus tard, sur l'antenne d'RTL, Étienne Baudu fait pour les auditeurs le récit de cet incroyable coup de filet. C'était dans RTL Soir. Lorsque samedi midi, la vingtaine de policiers de la PJ investissent l'Atlas, un magnifique yacht de 27 mètres amarré à Golfe-Juan, entre Cannes et Antibes, ils savent qu'ils vont ramener dans leur filet 3 gros poissons, dont 2 fugitifs. Tout d'abord, Bernard Barézy, 47 ans, en cavale depuis 18 ans, condamné par contumace en 1994 pour le braquage 4 ans plus tôt d'un fourgon blindé dans la région de Mulhouse. Et puis, les frères Campanella qui sont à bord avec leur famille. Gérald, 42 ans, lui aussi en cavale depuis 5 ans après une condamnation pour escroquerie. Enfin, son frère aîné, Michel, 48 ans, considéré comme le cerveau de l'équipe. On est là selon un enquêteur dans le top 5 du grand banditisme marseillais. Alors l'enquête menée en toute discrétion pendant un an est avant tout une enquête financière et ces gens-là devront justifier leur train de vie, explique Christian Lotion, le directeur central de la police judiciaire. Le train de vie, ça peut être un certain nombre de yachts qui ont été saisis, plusieurs dizaines de montres de très grande valeur. Maintenant, l'enquête devra déterminer précisément d'où viennent ces sommes d'argent et comment elles ont circulé, avec bien évidemment un gros travail d'investigation à faire sur peut-être l'étranger, pour essayer de déterminer exactement les flux financiers. Car tous se sont soupçonnés de diriger de nombreuses boîtes de nuit, véritables lessiveuses d'argent sale, d'en racketter d'autres et de faire fructifier de très lucratifs réseaux de machines à sous. Ce coup de filet pourrait en tout cas bien provoquer un séisme dans le milieu marseillais et redistribuer les cartes. Alors là, on est à la fois dans un film et on est aussi dans ce qu'on peut appeler le milieu traditionnel, avec comme dans le milieu des surnoms pour les uns ou pour les autres. Bernard Petit, Barézy, on l'appelle Jambon. Pourquoi ? Parce que c'est le nom de sa femme qui... Sa compagne porte un nom qui rappelle Jambon. On peut le dire, Cyrano. Ouais, voilà, bon. Il y en a un autre qu'on appelle la baleine, l'autre c'est le gros, enfin bon, etc. Et on est effectivement dans le dans le terrain d'exercice familier du grand banditisme depuis toujours. Oui, là on est au cœur du grand banditisme. Oui. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que vous, on est en juin 2010, vous êtes sous-directeur à l'époque chargé de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière. Et ce coup de filet, c'est l'aboutissement d'un travail de Romain très 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 long. Et vous avez pris un luxe de précaution incroyable pour que le secret ne soit pas éventé. Oui. Ben oui, vous imaginez que des gens qui s'affichent comme ça, alors qu'ils sont fugitifs. Donc normalement, le fugitif, il est discret.
Il y a un célèbre fugitif en ce moment, il s'affiche pas comme ça partout. Ouais. C'est difficile à trouver. Pas volontairement, en tout cas. Voilà. Oui. Là, vous avez des gens quand même, quand on en trouve un, puis qu'on trouve le deuxième, qui s'affichent, qui ont une vie, bien sûr, ils font attention, mais ils ne sont pas dans la clandestinité, ils ne sont pas reclus au fond d'une caverne, loin de là. La preuve, c'est le jour de l'arrestation, tout ça se passe sur un port, sur des yachts, etc. Ouais. Et donc, oui, il faut prendre des précautions parce que voilà, c'est des gens qui ont des renseignements et qui peuvent évidemment éventer non seulement l'arrestation, mais surtout les filatures, les surveillances, et qui peuvent nous échapper à ce moment-là. Donc il faut être très prudent. Oui, alors quand je dis que grâce à votre récit, on est vraiment dans les coulisses des affaires, on se demande quelquefois naïvement, nous le grand public, comment se fait-il qu'un type échappe pendant 14 ans, il est fugitif pendant 14 ans. Ils ont des infos, ils ont beaucoup d'argent. Alors ces infos, elles viennent du milieu, bien sûr, parce que les indicateurs, ça marche pas dans un seul sens. Et puis, quelquefois, ça vient de la sphère politique, quelquefois, ça vient même de la sphère policière. Enfin, vous dites dans ce chapitre que à l'évêché, c'est là où le siège de la police de Marseille, on a trouvé un policier en train de noter les numéros d'immatriculation des voitures de l'anti-gang. Oui, bien sûr. C'était pas pour se faire plaisir, c'était pour informer quelqu'un quand même. Vous avez complètement raison. Des gens qui s'affichent comme ça, ils ont beaucoup d'argent et ils ont du renseignement. Après, comme vous l'avez dit, les informateurs, c'est à double sens. Ouais. Donc, ils sont renseignés et il faut prendre un certain nombre de précautions pour que, évidemment, on échappe à la sagacité, entre guillemets, des gens qui renseignent ces personnes. Alors là, c'était un grand luxe de précaution. Vous avez à peine prévenu vos collègues de Marseille. Et vous n'avez surtout, avec votre équipe, il y avait plus de 20 personnes. Hein, oui. Il y avait 100 policiers sur le terrain en tout. Quoi. Il y a une centaine de policiers de la police judiciaire engagés dans cette affaire. Alors vous arrivez de Paris avec un gros groupe et là vous dites on va pas aller dans un hôtel à Marseille. Non, on va se faire repérer. Bien sûr, oui, vous pouvez pas arriver à Marseille et aller dans des hôtels où la police va habituellement quand elle va en mission. Vous pouvez pas aller dans ces hôtels sans attirer l'attention, ne serait-ce que par les plaques minéralogiques, par le fait que vous n'êtes pas à l'abri qu'un collègue vous voit par hasard, et parle à un autre collègue, qui parle à un autre, qui parle à un autre, et qu'à la fin, une mauvaise personne l'entende et fasse la règle de 3 qui va vous être fatale. Donc on a fait des choses un peu exceptionnelles. Vous allez dormir sur la base aérienne de Salon-de-Provence, par exemple. Grâce aux militaires, et on les remerciera jamais assez. Et on va aller se cacher là en attendant le jour J. Et le jour J va arriver, et sans problème. Les cibles n'ont pas été avisées, elles n'ont rien vu arriver. Et ça marche, voilà. Et alors le bilan de l'opération, les gangsters, vous avez la confirmation que vous savez très bien. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Il faut le laver. Il faut rentrer dans l'économie blanche, voire grise, mais enfin bon. Ils ont des brasseries, ils ont des boîtes de nuit, ils ont investi en Asie, à Dubaï. La grande difficulté, c'est d'apporter la preuve de tout ça, très clairement, parce que j'allais dire dans le monde obscur. Le monde criminel, le monde obscur. Les règles de droit, évidemment, sont très différentes des nôtres. Et il n'y a pas de papier écrit. Non. C'est-à-dire que vous pouvez être patron d'une brasserie sans aucun papier, mais la brasserie est bien à vous, il n'est pas question de le contester. Oui. Et à l'inverse, quand on n'est pas content, on ne voit pas de papier bleu non plus. Voilà, oui, mais bon. Les machines à sous, c'est illégal, donc c'est une rentrée d'argent. Il y a beaucoup de cash. La difficulté qu'ont aujourd'hui les bandits d'aujourd'hui, c'est de faire rentrer cet argent dans les banques et dans le circuit légal. Qu'autrefois, c'était le contraire, c'était de retirer le cash. Alors, il y a des gens qui ont des idées quelquefois lumineuses, il faut bien le dire, il faut le saluer aussi quand même. Dans un petit instant, après la pause, là, on va raconter une autre histoire, une autre enquête. Là, on est vraiment dans le milieu des stupéfiants et du trafic de shit. Vous allez raconter cette enquête parce que là, vous apercevez que ils ont trouvé un moyen absolument génial, en tout cas imprévu, de laver leur argent. J'allais dire leur pognon, qui n'est pas le leur. On se retrouve dans un tout petit instant. L'heure du crime sur RTL.
Secret de flic, c'est le titre du livre publié par mon invité Bernard Petit, policier pendant plus de 40 ans, ancien patron du quai des Orfèvres, du 36 quai des Orfèvres. Il a écrit ce livre publié au Seuil, où il raconte un parcours de flic finalement, avec quelques petits secrets. Effectivement, il y en a pas mal. Si vous nous avez entendu depuis le début de l'émission, on découvre quand même pas mal de choses. Ils sont pas toujours jolies d'ailleurs, sur les vraies coulisses de ce métier et sur les affrontements entre policiers, diverses bandes de voyous. Et j'ai dit tout à l'heure, Bernard Petit, que vous avez passé pas mal de temps à lutter contre les trafiquants de drogue et aussi les trafiquants, j'allais dire, d'argent, quoi. Parce que souvent les deux choses sont liées. Alors là, vous allez nous raconter une histoire, moi, que j'ai beaucoup aimée dans votre livre, qui montre que faut peut-être pas arrêter une enquête trop tôt, et c'est pas parce qu'on a trouvé la personne qu'on cherche qu'il faut se précipiter pour la mettre à l'ombre. Vous allez tous comprendre pourquoi dans un tout petit instant, parce que cette histoire, on va la raconter par la fin. La fin, c'est le 13 octobre 2012. C'est une affaire qui a fait évidemment la une de la presse et des télévisions, des radios. Une élue écologiste du 13e arrondissement de Paris est mise en examen ce jour-là, on l'apprend ce jour-là en tout cas, pour blanchiment d'argent de la drogue et association de malfaiteurs. C'est quand même déjà quelque chose de tout à fait étrange. Ici, à RTL, c'est Raphaël Vantard, qui est journaliste au service police-justice, qui explique aux auditeurs ce qui s'est passé, qui répond d'ailleurs aux questions de Marine Machefer. C'est dans le journal de 8h du matin. Il s'agit de Florence Lamblin, adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris sous l'étiquette d'Europe Écologie Les Verts. Raphaël Vantard, bonjour. Bonjour. On lui reproche quoi précisément, Raphaël ? Eh bien écoutez, Florence Lamblin aurait utilisé son compte dans une banque suisse pour tout simplement blanchir les fonds d'un important réseau de cannabis. En clair, l'adjointe d'Europe Écologie Les Verts, architecte de profession, encaissait des sommes en liquide sur son compte en banque, des fonds qu'elle remettait ensuite aux têtes de ce réseau de drogue. Une mise à disposition de compte bancaire dans laquelle l'élu aurait pris d'importantes commissions. Les perquisitions menées à son domicile parisien cette semaine et à son cabinet d'architecture ont d'ailleurs permis de retrouver plus de 400 000 € en liquide. Et comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à elle ? C'est une enquête colossale qui est menée depuis plus de 9 mois par les policiers français et suisses. Elle porte sur un trafic de cannabis entre le Maroc, où se situerait la tête du réseau, l'Espagne et la région parisienne, où la drogue était vendue, et la Suisse, où l'argent était blanchi. Au total, les enquêteurs français et suisses ont saisi plus de 2 millions d'euros en France et en Espagne, des photos d'art, des lingots d'or, des montres de collection. 17 personnes ont été arrêtées au total et mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, dont cette adjointe au maire écologiste du 13e arrondissement de Paris. Alors, j'ajoute que ces 17 personnes ont tout à fait avoué que, effectivement, sans savoir spécialement qu'il s'agissait d'un réseau de trafiquants de stupéfiants, enfin, en tout cas, profitaient de cet argent parce qu'ils avaient des comptes à l'étranger et on leur a proposé une procédure de plaider coupable et ils sont actuellement en procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Le procès se terminera le 12 octobre prochain. Mais alors, Bernard Petit, c'est pas pour parler du procès, mais de l'affaire de la mécanique. On appelle ça, et vous appeliez ça, j'imagine, entre policiers, c'était l'affaire El Mallet. Alors là, on est dans quoi ? On est dans la génération Kalachnikov, on est dans on n'est plus avec les parrains de Marseille. Non, on est dans une autre génération de bandits. C'est une nouvelle forme de banditisme. C'est ce que certains journalistes ont appelé la génération Kalachnikov, à juste titre. On est essentiellement dans du trafic de résine de cannabis à très haut niveau, avec les intensif, avec les go-fast, beaucoup de cannabis qui remonte et beaucoup d'argent dégagé. On parle presque une dizaine de millions d'euros quand même. Alors vous suivez une équipe pendant 9 mois, on l'a dit, voilà. Tous ces gens, vous voyez des sacs de supermarché passer de main en main, vous savez qu'ils sont bourrés de Alors c'est très frustrant, billets, vous imaginez. D'abord on regarde passer du cannabis, quand après plusieurs arrivages, une fois qu'on sait qui fait quoi, on est tenté d'intervenir et de faire une saisie qui
qui va un peu conclure tout ce qu'on a vu passer et l'identification de tout le réseau. Ouais. Et à ce moment-là, il faut suspendre l'action parce que dans les sacs qu'on voit passer à droite à gauche, c'est plus du cannabis, c'est que de l'argent. Voilà. Et donc on sait qu'à ce moment-là, on est passé sur le versant du blanchiment. Voilà. Et en suivant les gens qui ont ces sacs, vous apercevez que l'argent, ils le remettent à des gens qui ne sont pas identifiés dans le banditisme. C'était très déstabilisant. C'est ça très déstabilisant parce que on parle toujours du délit de sale gueule, etc. Mais c'est un peu vrai. Hein. Les choses sont très humaines. Hein. Oui. Mais là, on a des profils qui n'ont rien à voir avec, entre guillemets, nos clients habituels. Et on est un peu déstabilisé. Au début, on comprend pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ces gens viennent faire dans une histoire de trafic Et puis après, quand on réalise que c'est de l'argent, on est encore plus stupéfait de voir de l'argent circuler dans des sacs en plastique qui sont ceux qu'on a au supermarché ou qu'on avait autrefois au supermarché. Oui. Et comme ça, sans précaution particulière et des sacs qui changent de main. Alors, l'explication, s'il vous plaît, pour ceux qui n'auraient pas compris. Si vous voulez, il y a une officine de blanchiment d'argent, mais qui blanchit de l'argent en général. C'est-à-dire pas seulement les stupes, qui blanchit de la fraude fiscale, qui blanchit du travail clandestin, du travail dissimulé, des fraudes diverses. Et cette officine blanchit aussi l'argent des stupes. Alors, donc, blanchir, ça veut dire donner de l'argent sale, avoir de l'argent sale au départ et récupérer de l'argent propre, si j'ose dire. Exactement. Mais comment, là, dans cette affaire-là Là, dans cette affaire, c'est assez simple. C'est les gens qui sont à la tête de l'officine de blanchiment et qui ont une assise en Suisse auprès d'une grande banque. Ils représentent une activité privée de cette grande banque. Tout un système. Ce sont des vrais financiers. Ces gens, c'est pas des gens. Il s'est pas fait comme ça, quoi. Ces gens reçoivent de l'argent de différentes personnes et ils font des compensations. C'est-à-dire que si, je prends cet exemple, si vous fraudez le fisc et que vous avez de l'argent caché en Suisse et que vous avez besoin d'argent à Paris, eh bien on vous donne de l'argent qu'on reçoit directement à Paris et on vous prélève la même somme en Suisse, par exemple, pour la remettre ailleurs. Et donc c'est une compensation. L'argent ne passe pas les frontières. Et évidemment, elle passe sous les radars de toutes les instances chargées de surveiller. Il est plus simple de payer quelqu'un avec un compte en Suisse, mais qui se présente en Suisse, que de se faire évidemment livrer l'argent à Paris, ce qui est absolument illégal. Et donc ça vous fait beaucoup de cash, beaucoup d'argent qui circule, rien qui passe les frontières, rien de visible, rien de détectable. Voilà. Cherchez pas la morale de l'histoire, il n'y en a pas, je vous le dis carrément. Mais quand même, l'histoire est exceptionnelle. Et puis vous racontez en détail dans le livre, évidemment, toutes les méandres de l'enquête. Et puis surtout, pourquoi avoir, à un moment, décidé de ne pas intervenir. Ce qui était, évidemment, on le sait après coup, la chose à faire. Une pause, donc, tout de suite, et nous retrouvons Bernard Petit. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'invité de l'heure du crime ce soir, Bernard Petit, pour son livre Secret de flic, paru aux éditions du Seuil, où il évoque, on en a déjà parlé un peu depuis le début de l'émission, la guerre des polices, les stupes, les mafias diverses. Et Bernard Petit a été également patron de la police judiciaire, c'est-à-dire patron du 36 quai des Orfèvres. Et au début de l'émission, vous racontiez que, en fait, ce livre, on le doit au fait que le 3 février 2015, votre bureau est envahi par la police des polices, on vous reproche des choses, on vous met en examen, en garde à vue, etc. Et vous avez écrit ce livre pour revenir aussi, parce que ça doit être très dur, parce qu'à ce moment-là, le téléphone sonne plus, que les gens qu'on connaît bien et dont on pense qu'ils sont des amis intimes. Je ne parle pas du fond de l'affaire, mais même si vous étiez vraiment, totalement coupable de tout ce que n'a pas l'air d'être le cas ce que vous dites, en tout cas vous allez vous défendre devant les tribunaux, mais un ami, il est là aussi pour être toujours là quand ça va mal, quand même. Oui, mais c'est pas la conception de tout le monde. C'est pas la conception de tout le monde. C'est comme ça. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est le téléphone ne sonne plus, beaucoup d'amis, entre guillemets, ne sont plus des amis, ne vous parlent plus. Rares sont ceux qui restent à vos côtés, et ceux, du reste, avec beaucoup d'honnêteté, qui sont capables de vous dire, sur le fond, j'ai rien à dire, mais tu restes mon copain, et je suis là si tu as besoin de quelque chose, quoi. Ça, c'est rare. En fait, c'est quand vous étiez patron du 36 qu'il y a eu l'histoire du viol qui n'est pas supposé, présumé, qui n'est pas encore vous savez, j'ai eu bien du malheur. J'ai eu le vol de cocaïne.
cocaïne. Ah, les 52 kilos volés à la brigade des stupéfiants, une Canadienne qui se plaint d'avoir été violée un soir, etc. C'est pas très facile de gérer et ça vous affaiblit énormément. Ouais. Mais ce début du mois de février 2015, et c'est pour ça que on va revenir à Charlie Hebdo, quoi. C'est moins d'un mois après ce terrible 7 janvier, c'est un mois et quelques jours après ce 7 janvier. Là, vous êtes aux commandes du 36 et vous allez être un des premiers sur les lieux. On va parler de ça ensemble dans un tout petit instant. Mais d'abord, ce choc, tout le monde l'a ressenti en écoutant sa radio, par exemple RTL. On est en fin de matinée, le 7 janvier 2015, et on apprend brutalement qu'effectivement une fusillade, on ne parle pas de terrorisme, on ne sait pas. Une fusillade a eu lieu au siège du journal Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement. Donc, on a entendu, disent des témoins, des tirs d'armes automatiques. Il y aurait des blessés, et l'information évidemment fait l'ouverture sur RTL du journal de RTL Midi. Écoutez les premières explications que donnait sur notre antenne le journaliste spécialiste aussi de faits divers, d'affaires criminelles, Georges Brunier. Cela se serait déroulé un petit peu après 11h30 selon les tout premiers éléments de l'enquête. Des hommes cagoulés, vraisemblablement vêtus de noir, 2 ou 3 hommes selon les témoignages, auraient pénétré dans le siège du journal, ou en tout cas tenté d'y pénétrer avant, à ce moment-là, d'ouvrir le feu, a priori à plusieurs reprises, avec ce qui pourrait être, c'est toujours au conditionnel, des armes automatiques de type Kalachnikov. Aucun bilan officiel n'est donné pour le moment, mais des salariés du journal évoquent déjà au moins 2 blessés dans cette fusillade. Et le bilan, Bernard Petit, sera terrible, puisque le bilan définitif, c'est 12 morts et 11 blessés, dont un policier aussi, mort avec les journalistes dans la salle de rédaction, le brigadier Franck Brinsolaro. Alors, comment est-ce que vous apprenez la chose? C'est quoi? C'est un coup de fil? Si vous voulez, non, on est en réunion. Et en réunion, les premiers SMS commencent à tomber auprès des directeurs d'administration qui sont là autour de la table. Et les SMS, moi, m'annoncent un mort abattu par balle, puis 2 morts. Bon, alors au début, vous pensez à un homicide. Malheureusement, quand vous êtes le patron de la police judiciaire, c'est des choses qui arrivent pas tous les jours, mais presque. Et 2 morts, c'est déjà plus rare. Vous pensez à un règlement de compte, vous pensez à un drame familial. Et puis après, quand on commence à vous parler d'hommes en noir, à la Kalachnikov et tout, bon là, vous quittez la réunion et vous vous rendez sur place pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est l'apocalypse. Voilà, on est très loin de ce qui est annoncé par le journaliste qu'on vient d'entendre. On n'est plus à des blessés, on en est à plus de 10 morts et à une scène de crime qui ressemble à une scène de guerre qui est épouvantable. Oui. Et vous arrivez là, j'imagine en costume de ville, quoi. Voilà. Et vous croisez des brancardiers qui descendent quelqu'un. Je le raconte dans le livre. Je rencontre des brancardiers qui ont du mal à tourner dans l'escalier, qu'on aide à passer, et vous vous retrouvez avec du sang sur les mains, sur les manchettes, parce qu'il y a du sang partout. Et c'est terrible. Voilà. Et là, donc, il y a une certaine agitation, parce qu'il y a maintenant, vous savez que c'est un acte vraiment criminel de grande ampleur. Les informations continuent à vous arriver. Il y a un autre policier qui va mourir dans cette journée. Là, bon, et vous êtes dans cette salle de rédaction avec ces cadavres. Il y a un gars qui vous croise à un moment, qui vous demande. Qu'est-ce qu'il vous demande? C'est irréel. Ce à quoi vous faites illusion, c'est irréel. Je veux dire, même dans un film, on peut pas croire que ça se passe comme ça. Quelqu'un m'apostrophe, m'appelle par mon nom, me demande si je le reconnais. Bon, par politesse, je dis oui, mais je sais pas trop qui c'est. Il m'annonce qu'il est journaliste, il s'appelle Laurent Léger. Et là, vous dites, et je dis, mais ils sont fous, qui est-ce qui laisse rentrer les journalistes sur la scène de crime? Et là, ce garçon me dit, j'étais là, je viens d'échapper à la mort, quoi. Et donc, évidemment, tout d'un coup, l'empathie revient très très fort, et vous vous dites, mon Dieu, il faut faire attention à lui, quoi. C'est un miraculé. C'est un miraculé. Il était là. On va reparler de lui dans un instant, parce que vous lui avez demandé quelque chose ce jour-là de très difficile, qu'il a parfaitement, accompli. On va l'écouter, Laurent Léger, donc c'est son nom, et il est donc présent lors de la conférence de rédaction où a lieu l'attaque.
Il échappe, on l'a dit, par miracle aux balles des terroristes et il témoigne sur RTL au micro de Jean-Baptiste Bourgeon. Tout d'un coup, la porte a explosé. Un type a surgi dans la salle de réunion. Il a crié à la Wakbar, puis il a commencé à tirer. Mais il a tiré très vite, comme des rafales. Puis l'instinct de survie, j'ai réussi à me jeter en arrière sous une petite table dans une encoignure. J'ai vu les corps de mes camarades devant moi, par terre. J'étais moi-même par terre, recroquevillé. Je ne sais pas dans quel état étaient ceux qui étaient par terre, s'ils étaient blessés, s'ils étaient morts. Je sais qu'à un moment, ils ont prononcé le nom de Charbon. Ils ont demandé les noms de personne d'autre, ils ont tiré. Puis après, ils ont fait machine arrière, ils sont partis dans le couloir. Ils ont parlé visiblement à une survivante qui lui ont dit « On tue pas les femmes, on va pas tuer les femmes ». Je savais pas quoi faire, quoi. Tout d'un coup, c'est un univers qui s'écroule, et puis c'est cette ambiance de rédaction qui était si joyeuse, et qui tout d'un coup est recouverte de sang et de barbarie, quoi. Tout a basculé tellement rapidement qu'on se dit que tout peut se passer encore en quelques minutes. Voilà, témoignage qui intervient 2 jours après, le 9 janvier 2015, qui est diffusé ce jour-là sur RTL. On fait une pause et puis on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, Bernard Petit, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire, à la fois sur ce qui s'est passé ce jour-là et la manière dont Laurent Léger vous a aidé à identifier les survivants. On va raconter pourquoi les survivants. Non, malheureusement, les victimes. Et puis ensuite, il y a cette énorme pression sur l'ensemble des policiers en charge de ces affaires, avec l'idée que ça pourrait recommencer, qu'il pourrait y avoir d'autres actes, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Avec mon invité, Bernard Petit, nous revenons sur des grandes affaires criminelles qui ont marqué sa carrière dans la police, plus de 40 ans, on l'a dit depuis le début de cette émission. Et là, on est, pour cette dernière partie, toujours entre le 7 et le 9 janvier 2015. C'est l'horreur, parce qu'il y a eu ce massacre, cette boucherie dans la rédaction de Charlie Hebdo. Vous êtes là, il y a ce journaliste, Laurent Léger. Et là, il y a beaucoup de gens, vous dites quelque chose qui a dû être très dur, parce que pour vous, personne n'est sorti indemne de ces choses-là. Il y a des téléphones qui sonnent dans la poche des morts, quoi. Oui. Ça se reproduira par la suite dans d'autres attaques. Le Bataclan aussi, les collègues du Bataclan entendront ces sonneries macabres. Dans les Tout le monde veut savoir est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est là, elle devait, etc. Et c'est terrible d'entendre ce bruit dans la poche de quelqu'un qui est à terre. C'est terrible. Et vous dites, on peut pas toucher au corps. Il faut que l'identité judiciaire, la police scientifique arrive. On peut pas aller même chercher des papiers d'identité. Il faut que l'identité judiciaire fasse son travail. Il faut que la description de la scène de crime soit finie. Etc. Mais en même temps, il y a des gens qui arrivent à Charlie Hebdo. Il y a d'abord les parents des victimes qui veulent savoir qui est mort, qui est vivant. Et puis vous avez même les autorités qui veulent savoir qui est mort, comment ça se passe. Et donc je vais demander à Laurent Léger de m'aider à identifier les gens. J'avoue que j'ai été lui demander ça. Vraiment, j'ai vraiment dit, je vais vous demander l'indicible. J'ai honte de vous demander ça, mais est-ce que vous m'aidez à identifier ces gens ? Et il le fait, avec une force qui m'a, encore aujourd'hui, qui est un mystère pour moi, est un mystère, parce que il n'était pas bien, lui non plus. Personne n'est bien sur la scène de crime, mais lui encore plus que les autres, mais il va le faire. Et il va nous aider à identifier tout le monde, très rapidement, sans trop de manipulation. Alors, j'évoquais tout à l'heure, juste avant la pause, le fait que, à partir de ce moment-là, dans votre tête, là je parle des têtes de policiers, est-ce qu'on va revivre l'été 95, quoi, en fait, avec toute cette épidémie d'attentats qui ont émaillé l'été à Paris. Et vous allez apprendre, on reviendra sur cette voiture abandonnée par les frères Kouachi et la mort de ce malheureux policier, parce qu'il y a une voiture de police qui s'est retrouvée face à face avec la voiture des frères Kouachi. Il y a eu un échange de coups de feu. Un policier est mort. Et ils sont partis en abandonnant leur voiture. Oui, ça s'est passé un peu. Il y a des coups de feu avec une voiture. Oui. La voiture de police réussit, enfin les gens qui sont dedans réussissent à en réchapper. Les frères Kouachi s'en vont en voiture et là ils sont
embêté, ennuyé, perturbé par l'arrivée d'autres policiers, dont un garçon extrêmement courageux du commissariat, qui, tout seul, avec une arme qui est complètement asymétrique à celle des attaquants, il faut quand même beaucoup de courage pour faire ce qu'il a fait. Et c'est Ahmed Berabé. Voilà, et Merabé est tué par ces sales types, et Merabé meurt. Mais ce faisant, il les retarde énormément. En quelque sorte, moi j'ai toujours analysé comme ça, il a fait don de sa vie pour perturber leur scénario, les retarder. Et le fait est qu'après, la fuite des Kouachi est beaucoup plus chaotique. Elle est faite à grande vitesse. Parce qu'elle est improvisée. Elle est improvisée maintenant. Et ils vont avoir l'accident qui va les amener à laisser la voiture et à laisser dans la voiture des objets qui seront des papiers terribles pour eux, puisqu'on va trouver leur identité immédiatement. Alors là, on pourrait se dire, bon, ben voilà, c'est une malheureuse affaire, mais c'est ça va se suivre son cours, on va peut-être les rattraper, etc. Et là, à ce moment-là, comment vous apprenez que une femme policier a été abattue en pleine rue, si vous voulez, à Montrouge? Le 7, quand Charlie Hebdo a eu lieu, on passe une nuit blanche, c'est une nuit où vous dormez pas, vous faites que travailler, vous faites que voilà. Et le 8, malheureusement, on va apprendre en arrivant, on est au bureau déjà depuis au moins 2 heures, quand on apprend qu'il vient d'y avoir un policier assassiné à Montrouge. Et évidemment, tout de suite, il y a une telle corrélation dans le temps entre ce qui vient de se passer la veille et ce jour-là, qu'on y pense. Et on y pense d'autant plus fort qu'on nous dit que la personne qui a tué cette jeune femme est Clarissa Jean-Philippe. Voilà. Et que cet homme est armé sans doute d'une arme longue, habillé en noir, et qu'il portait une cagoule. Donc tout d'un coup, vous vous dites, il y a quand même de très grandes chances que ça soit lié, de très très grandes chances. Et là, il y a quelqu'un qui s'interpose, qui essaye de l'arrêter après son coup de feu, et on doit à cette personne le fait qu'il lui arrache sa cagoule. Voilà, et la cagoule reste sur le trottoir. Voilà, il y a un employé qui est à côté de cette jeune femme et qui intervient, là encore, avec un courage physique. Là, partout, on voit des gestes de courage physique, pas seulement des policiers, mais de tas de gens. Il intervient, il se bat, il est blessé grièvement, quand même, au cours de l'altercation, mais il réussit à lui enlever la cagoule. Alors, la cagoule, peu importe le visage, etc. Mais ce qui est intéressant, il faut le savoir pour les policiers, c'est qu'une cagoule, ça veut dire de l'ADN. Bien sûr. Et de l'ADN, si la personne est fichée, ça va donner... Donc c'est évidemment pour la PJ, pour ceux qui enquêtent, c'est un point énorme qui vient de se passer. Mais tout va être encore accéléré, beaucoup plus vite qu'avec l'ADN, puisque une fonctionnaire, une policière de haut rang, reconnaît ou pense connaître l'auteur du coup de feu qui a tué la jeune Clarissa, et ça va là encore accélérer les choses contre Koulibaly. Ça va aller encore beaucoup plus vite et l'ADN va venir ensuite confirmer derrière. Donc c'est bien lui, on a bien affaire à lui et on pense que c'est lié à Koulibaly, évidemment, à Kouachi. Et à partir de ce moment-là, c'est toutes les séquences que tout le monde a encore dans la tête, c'est la prise d'otage de l'hypercachère, alors que l'autre histoire, les frères Kouachi, ça continue à Damartin en Gouel, avec une prise d'otage également, enfin avec en tout cas cet assaut qui va être donné sur place, et on va découvrir qu'il y avait quelqu'un qui était aussi en dehors de l'otage, qui était caché, et puis cette nécessité pour la police, mais on va pas avoir le temps de développer, je renvoie tout le monde à votre livre, mais la nécessité, à partir du moment où on sait que les frères Kouachi sont morts, de précipiter les événements à l'hypercachère, parce que Koulibaly a dit si vous avez je tue tout le monde. Vous avez raison, mais simplement dire que les deux situations, ça, vu de l'extérieur, c'est un peu technique, quoi. J'essaie de l'expliquer dans le livre sans être trop embêtant à raconter ça, mais c'est sûr que la situation à l'hypercachère, elle est gravissime. On est dans un milieu, dans un tissu urbain qui est très dense, et on a le risque d'explosion qui est quand même important. Voilà, mais ça, je renvoie tout le monde parce que ce sont des pages absolument à la fois passionnantes et terribles, évidemment. Je vous remercie beaucoup, Bernard Petit. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'avoir lu votre livre à la rentrée, vous voyez. Voilà, c'est bien. J'espère que vous lirez le prochain. Certainement. Secret de flic, donc, c'est paru au Seuil, et Bernard Petit est l'invité de l'heure du crime. Merci encore. L'émission est terminée. Dans l'atmosphère feutrée et électrique des studios de la radio Rue Bayard, les voyants rouges s'allument.
Une promesse de mystère et de vérité flotte dans LR, portée par la voix familière de Jacques Pradel. Ce soir, l'émission de L'heure du crime ne ressemble à aucune autre. Elle ne traite pas seulement de dossiers froids ou de procédures rigides, elle raconte l'histoire d'un homme qui a traversé 40 ans de tempête avec une dignité inébranlable. Bernard Petit s'assoit face au micro. C'est un homme dont le regard semble avoir tout vu, des bas-fonds de Marseille au bureau doré du 36 quai des Orfèvres. Il est là pour présenter son ouvrage intitulé Secrets de flic, un livre né d'un moment de bascule, un chapitre de sa vie qu'il appelle sobrement la chute. Mais ce soir, l'humeur n'est pas à la tristesse. Il y a une certaine légèreté dans LR, une forme d'élégance française qui transforme les récits les plus sombres en leçons de vie et d'humanité. Jacques Pradel commence par saluer son invité avec une chaleur sincère. Il avoue avoir découvert le livre avec un peu de retard, distrait par le tumulte du mondial de football durant l'été, mais souligne que cette découverte fut une révélation. Bernard Petit sourit. Il a voulu que ce livre soit une œuvre littéraire, un récit que l'on dévore comme un roman des aventures plutôt que comme un simple rapport de police. Il confie même, avec une pointe d'enthousiasme juvénile, qu'il prépare déjà un véritable roman, espérant qu'il sera encore plus palpitant. Le voyage commence par un saut dans le temps, nous transportant au mois de juin de l'année 2010. Le cadre est idyllique, le port de Golfe-Roanne, entre Cannes et Antibes. Le soleil de la Méditerranée brille sur les eaux turquoises. C'est là, sur un yacht luxueux nommé l'Atlas, que se joue une scène digne des plus grandes productions cinématographiques. Bernard Petit, alors sous-directeur chargé de la lutte contre le crime organisé, supervise l'opération avec une discrétion absolue. L'enjeu est de taille. 3 figures majeures du banditisme, Bernard Barézy et les frères Michel et Gérald Campanella, se croient à l'abri, entourés de leur famille sur ce navire de 27 mètres. L'opération demande une patience de Romain. Pour éviter toute fuite de renseignements, Bernard Petit prend des précautions extraordinaires. Il refuse d'emmener ses hommes dans les hôtels habituels de Marseille, de peur qu'un regard indiscret ou une plaque minéralogique trop reconnaissable n'alerte les cibles. Grâce à la complicité des militaires, toute l'équipe se cache sur la base aérienne de Salon de Provence. Le jour J, l'assaut est une réussite totale. Les policiers investissent le yacht sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. C'est la fin de 14 années de cavale pour certains. On découvre alors un train de vie fastueux, des dizaines de montres de grande valeur, des investissements à Dubaï ou en Asie. Mais au-delà de l'exploit policier, Bernard Petit raconte ces moments avec une ironie légère, évoquant les surnoms colorés du milieu comme Jambon ou la baleine. Il explique que derrière le luxe des yachts et des boîtes de nuit, se cache une ingénierie financière complexe qu'il a fallu démanteler pièce par pièce. La discussion glisse ensuite vers une autre affaire, tout aussi fascinante mais située sur un terrain différent, l'affaire El Maleh. Nous sommes en octobre 2012. Le public découvre avec stupéfaction qu'une élue écologiste du 13e arrondissement de Paris est impliquée dans un vaste réseau de blanchiment des argents. Bernard Petit décrit cette nouvelle forme de banditisme avec une clarté pédagogique. Il ne s'agit plus de vieux parrains marseillais, mais d'une organisation utilisant des méthodes de compensation financière hautement sophistiquées. L'enquête dure 9 mois. Les policiers voient passer des sacs de supermarchés remplis non plus de cannabis, mais de millions d'euros en liquide. Bernard Petit explique le mécanisme avec passion. L'argent sale récolté à Paris est remis à des fraudeurs du fisc qui ont besoin des espèces en France, tandis que des sommes équivalentes sont prélevées sur des comptes cachés en Suisse pour être réinjectées ailleurs. C'est un jeu de miroir financier où l'argent ne traverse jamais physiquement les frontières, restant sous les radars des autorités. L'ancien patron de la police judiciaire souligne l'importance de ne pas intervenir trop tôt, de laisser le réseau se dévoiler pour frapper au cœur du système. Cependant, la carrière de Bernard Petit n'est pas faite que de succès tactiques. Elle est aussi marquée par des épreuves humaines profondes. Le 3 février 2015, alors qu'il est au sommet de sa carrière en tant que patron du 36, tout bascule en quelques secondes. La police des polices perquisitionne son bureau. Il est accusé d'avoir révélé un secret des enquêtes. En un instant, le téléphone cesse de sonner. Les amis de circonstance s'évaporent. C'est dans ce silence soudain qu'il trouve la force d'écrire. Il porte un regard lucide sur la nature humaine, sans amertume excessive.
Il mentionne les rares amis fidèles, ceux qui, sans juger le fond de l'affaire, restent présents simplement parce que l'amitié est une valeur sacrée. Il évoque aussi les difficultés de gérer une institution comme le Quai des Orfèvres, confronté à des scandales internes comme le vol de 52 kilos de cocaïne ou des accusations graves au sein de la brigade des stupéfiants. Pourtant, malgré la chute, l'homme reste debout. Il revient sur le moment le plus sombre et le plus héroïque de son mandat, le 7 janvier 2015. Le souvenir de l'attentat contre Charlie Hebdo est gravé dans sa mémoire. Il se trouvait en réunion lorsque les premiers messages sont arrivés. Un mort, puis 2, puis 10. Ce qui semblait être un règlement de compte ou un drame familial se révèle être une scène de guerre apocalyptique en plein cœur de Paris. Lorsqu'il arrive au siège du journal, dans le 11e arrondissement, la réalité dépasse l'entendement. Il décrit les brancardiers qui peinent à descendre les escaliers étroits, le sang qui marque ses propres vêtements. C'est là, au milieu de l'horreur, qu'il croise un homme providentiel, Laurent Léger. Le journaliste, caché sous une table, a survécu par miracle aux rafales de Kalachnikov. Dans cet instant de détresse absolue, une étincelle des humanités jaillit. Bernard Petit, malgré le chaos, traite ce survivant avec une empathie profonde. Laurent Léger, témoignant plus tard, raconte comment les assaillants ont épargné les femmes tout en cherchant spécifiquement certains membres de la rédaction. Tout au long de ce récit, Bernard Petit ne se présente pas comme un surhomme, mais comme un serviteur de l'État passionné par son métier. Sa vie de flic a été tourmentée, exigeante, et parfois cruelle, mais il affirme avec une conviction touchante qu'il n'aurait pas aimé en vivre une autre. Le livre s'achève sur cette note de résilience. C'est une invitation à comprendre que, même dans les moments les plus difficiles de l'existence, la quête de la vérité et le respect des valeurs humaines restent les boussoles les plus sûres. Sur le plateau de radio, alors que l'émission touche à sa fin, Jacques Pradel et son invité partagent un moment de respect mutuel. Le récit de Bernard Petit est plus qu'une suite des anecdotes policières, c'est une fresque sur la condition humaine, sur la capacité de l'homme à se relever et à transformer ses expériences, même les plus douloureuses, en une source d'inspiration pour les autres. La voix du narrateur s'éteint doucement, laissant derrière elle l'écho d'une vie vécue pleinement, avec courage et honnêteté, sous les lumières changeantes de la justice et de la destinée. Le silence régnait dans le studio de la Radio 22, un espace feutré où les lumières tamisées semblaient apaiser l'agitation du monde extérieur. Sur une feuille posée sur le pupitre, 35 cases vides attendaient d'être remplies, précédées d'une phrase qui faisait froid dans le dos, annonçant la liste des victimes d'un homme dont la perversité n'avait d'égal que sa discrétion passée. Michel Fourniret, ce nom qui résonnait comme une ombre absolue, avait hanté les mémoires, et pourtant, dans l'atmosphère chaleureuse du podcast sur la piste des tueurs en série, l'objectif n'était pas de céder à la peur, mais de comprendre l'humain et la quête de justice. Ce programme faisait partie des 200 podcasts à écouter sur l'application de la station, rappelant que la radio était un compagnon fidèle pour ceux qui cherchent la vérité. Il était entre 20h et 21h. Jacques Pradel, la voix posée et rassurante, ouvrit une nouvelle édition de l'émission L'heure du crime. Ce rendez-vous quotidien, préparé avec soin par Justine Vignot et Émilien Vinet sous la direction technique de Romain Vacossin, s'apprêtait à accueillir un invité d'exception. Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015, était assis en face de l'animateur. Il venait de publier un ouvrage intitulé Secrets de flic, un livre qui, malgré la concurrence médiatique du mondial de football durant l'été, s'était imposé comme un témoignage incontournable dès la rentrée des classes. Jacques Pradel commença par rappeler le parcours impressionnant de son invité. Plus de 40 ans au service de la loi, principalement au sein de la police judiciaire. Durant ces 4 décennies, Bernard Petit avait consacré sa vie à lutter contre la criminalité organisée, les réseaux de narcotrafiquants, les braqueurs de banques et les structures complexes comme la Chinese Connection. Il avait navigué dans les eaux troubles du milieu corso-marseillais avec une détermination sans faille. Le 7 janvier 2015, alors qu'il dirigeait le célèbre 36 quai des Orfèvres, il avait été l'un des premiers sur les lieux de l'événement tragique de Charlie Hebdo, recevant les félicitations du Premier ministre pour son professionnalisme et son courage. Cependant, la vie d'un grand policier est faite de sommets et de gouffres. Le 3 février 2015, moins d'un mois après ses éloges nationaux, tout bascula.
Dans le bureau historique de Maigret, la police des polices fit son entrée pour une perquisition. Accusé d'avoir révélé un secret d'enquête, Bernard Petit vit son monde s'écrouler en quelques secondes. Après 48 heures de garde à vue, il fut invité à faire valoir ses droits à la retraite. Bien que l'instruction judiciaire soit toujours en cours et que le temps de la justice ne soit pas celui des médias, cet événement, qu'il intitula La chute dans son livre, fut le catalyseur de son désir d'écrire. Bernard Petit expliqua avec une certaine élégance que son livre ne se résumait pas à cet épisode douloureux. Il avait une ambition littéraire, celle de raconter des histoires pleines d'adrénaline, de filatures et d'arrestations, pour que le lecteur dévore chaque page. Depuis toujours, il aimait l'écriture et préparait déjà un roman qu'il espérait encore plus palpitant. Devenu policier par hasard, il affirmait avec émotion, à la fin de son ouvrage, qu'il n'aurait pas aimé vivre une autre vie que celle de flic tourmenté, malgré le prix extraordinaire qu'il avait dû payer. Le récit plongea ensuite les auditeurs dans une affaire digne d'un film de banditisme, survenu le 5 juin 2010. Ce samedi midi, sur le port de Golfe-Juan, une vingtaine de fonctionnaires de police menèrent un assaut spectaculaire sur un yacht luxueux nommé l'Atlas. À bord du navire de 27 mètres, entre Cannes et Antibes, se trouvaient des figures emblématiques du milieu marseillais, dont Bernard Barézy, surnommé Jambon en référence au nom de sa compagne, et les frères Michel et Gérald Campanella. Ces hommes, considérés comme le top 5 du grand banditisme, vivaient une vie de famille apparente alors qu'ils étaient en cavale depuis de nombreuses années. Bernard Barézy, par exemple, échappait à la justice depuis 17 ans après une condamnation en 1994. Cette opération était l'aboutissement d'une enquête financière de longue haleine menée par la Direction centrale de la police judiciaire. Les policiers avaient saisi des yachts et des dizaines de montres de grande valeur, cherchant à remonter les flux financiers provenant de boîtes de nuit et de réseaux de machines à sous. Pour garantir le succès de ce coup de filet et éviter toute fuite d'informations au sein même de la sphère policière ou politique, Bernard Petit et son équipe de 100 policiers avaient pris des précautions inouïes. Ils étaient arrivés de Paris en toute discrétion, évitant les hôtels marseillais pour aller se cacher sur la base aérienne de Salon de Provence grâce à l'aide des militaires. Le secret fut gardé jusqu'au bout, et l'arrestation fut une réussite totale, prouvant que la rigueur et la patience finissent toujours par payer. Le récit aborda ensuite une autre facette de la criminalité, celle du blanchiment d'argent lié au trafic de stupéfiants. Bernard Petit raconta l'histoire fascinante de l'affaire El Maleh, qui éclata au grand jour le 13 octobre 2012. À la surprise générale, Florence Lamblin, une adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris et architecte de profession, fut mise en examen pour blanchiment d'argent de la drogue. Cette enquête colossale de 9 mois, menée conjointement par les autorités françaises et suisses, révéla un système complexe où des fonds provenant du trafic de cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la région parisienne étaient réinjectés dans l'économie légale. Le mode opératoire était ingénieux. Une officine de blanchiment basée en Suisse proposait des compensations financières à des clients souhaitant rapatrier de l'argent caché ou frauder le fisc. L'argent liquide des trafiquants, transporté dans de simples sacs de supermarché, était remis à Paris à des personnes de la haute société, tandis que des sommes équivalentes étaient prélevées sur des comptes en Suisse. Cette mécanique permettait de faire circuler des millions d'euros sous les radars des autorités. Bernard Petit souligna la difficulté pour les enquêteurs de rester patients face à de tels flux d'argent, mais cette persévérance permit de démanteler un réseau de 17 personnes. Enfin, l'émission revint sur le moment le plus intense de la carrière de Bernard Petit, le 7 janvier 2015. Ce matin-là, en pleine réunion, les messages commencèrent à tomber sur les téléphones des directeurs. Ce qui semblait être au départ un homicide ou un règlement de compte s'avéra être une scène de guerre en plein cœur du 11e arrondissement. Au siège du journal Charlie Hebdo, des hommes cagoulés armés de kalachnikov avaient semé la mort. Arrivé sur place très rapidement, Bernard Petit fut confronté à l'apocalypse. Dans les escaliers, il aida des brancardiers à transporter des corps, se retrouvant avec du sang sur ses vêtements, un souvenir indélébile de la violence qui avait frappé la rédaction. Au milieu de cette tragédie, une rencontre irréelle marqua l'ancien patron du 36. Laurent Léger, un journaliste survivant de l'attaque, l'apostropha pour lui dire qu'il venait d'échapper à la mort. Ce miraculé, qui s'était caché sous une table pendant que les terroristes cherchaient leur cible, témoigna plus tard de la rapidité et de la détermination des assaillants.
Malgré l'horreur, l'empathie et la solidarité humaine reprirent le dessus. Bernard Petit conclut ce chapitre de sa vie en rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la mission du policier reste de protéger et de servir, avec une humanité qui ne doit jamais s'éteindre. Ce parcours, jalonné de succès éclatants et de défis personnels, dessinait le portrait d'un homme passionné par son métier, un professionnel qui, par-delà les épreuves, gardait une foi inébranlable dans les valeurs de justice et de transmission. Sa vie, telle une fresque de 40 années d'histoire criminelle française, offrait une leçon de résilience et un témoignage sincère sur la réalité d'un monde où l'ombre et la lumière se côtoient sans cesse. Sur la piste des tueurs en série, le podcast résonne comme un murmure dans le silence de la nuit. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime commence. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vignot avec Émilien Vinet. Et c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission. L'invité, il s'agit de Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015. Et Bernard Petit a publié, avant l'été, et c'est un livre que je n'ai pas vu passer. Bonsoir Bernard Petit. Je vous le dis tout de suite, j'ai découvert à la rentrée votre livre. C'est déjà bien. Parce que vous voyez, au mois de juin, on avait le mondial de foot, etc. Enfin bon, on n'avait pas beaucoup de place pour imaginer des émissions de l'heure du crime. Et en lisant votre livre, en découvrant votre livre là, dans notre rentrée des classes, on s'est dit qu'il fallait absolument vous inviter, ce qui est donc fait aujourd'hui. Je vous en remercie. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais, avant de vous laisser continuer, rappeler en 2 mots vos états de service. On sache qu'il parle. Plus de 40 ans dans la police, principalement d'ailleurs dans la police judiciaire. Vous avez passé pendant ces 40 ans, la plupart de votre temps, à lutter contre ce qu'on appelle la criminalité organisée, les narcotrafiquants, les braqueurs de banque, la Chinese Connection. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout. Les délinquants en col blanc aussi, bien sûr. Et puis le milieu pur et dur, si j'ose dire, le milieu corso marseillais. Et le 7 janvier 2015, vous êtes l'un des premiers, vous êtes patron du 36, et vous êtes l'un des premiers sur les lieux du carnage de Charlie Hebdo. Bref, le Premier ministre vous félicite après, etc. Un parcours qu'on appelle un parcours de grand flic. Et puis, on va aborder ensemble dans un petit instant quelques-unes de ces affaires qui vous ont particulièrement marqué au cours de votre carrière. Et puis moins d'un mois après ces félicitations ministérielles, 3 février 2015, tout bascule. Vous êtes dans votre bureau, le bureau de Maigret. On va perquisitionner le bureau de Maigret. Vous avez la police des polices qui arrive chez vous. Et c'est pour vous. Oui, c'est exact. C'est pour moi. Quelqu'un m'accuse de lui avoir révélé un secret d'enquête, un secret d'instruction. Et naturellement, cette personne m'accusant, une enquête est dirigée contre moi qui aboutit à une perquisition. 48 heures de garde à vue. Vous êtes invité à faire valeur à vos droits à la retraite. C'est-à-dire que c'est tout un monde qui s'écroule. Tout à fait, en quelques secondes. Ici, on ne va pas parler du fond de l'affaire parce que d'abord, vous êtes mis en examen et l'instruction est toujours en cours. Quand on connaît le temps judiciaire qui n'est pas le temps ni des médias ni souvent du citoyen moyen. Donc évidemment, on ne va pas parler du contenu de cette affaire. Est-ce que, quand même, question, est-ce que cet événement, c'est-à-dire, parce que vous intitulez le chapitre où vous en parlez dans votre livre, La chute. Est-ce que c'est cet événement qui vous fait finalement décider d'écrire un livre ? Puisque ce livre, je l'ai sous les yeux, il s'appelle Secret de flic. Il est donc paru juste avant l'été aux éditions du Seuil.
Et en dehors de la chute, vous y racontez les coulisses d'un certain nombre d'affaires dont on va parler tout à l'heure. Alors, si vous voulez, le livre, il n'y a qu'un chapitre qui est consacré à ma chute. Puisque ça s'appelle La chute. Mais non, le livre parle tout à fait d'autre chose. Il est même, et c'est prétentieux ce que je vous dis, il a même une volonté aussi d'être un peu littéraire. J'ai voulu raconter des histoires. C'est bien raconter, je vous le dis tout de suite. Bien les raconter et faire que les gens qui le lisent dévorent le livre plutôt qu'ils ne le posent comme ça génument sur une étagère. Voilà, on peut dire qu'il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des filatures, il y a des arrestations. C'est ce que je voulais. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé écrire. Je prépare même un autre livre, pour bientôt, un roman cette fois. Et j'espère qu'il sera beaucoup plus palpitant que celui-là encore. Non, j'ai toujours écrit. C'est sûr qu'écrivant maintenant, je devais consacrer une place à ma chute pour expliquer qui j'étais et pourquoi j'avais le temps d'écrire ce livre. Comment vous avez eu le goût d'être policier? Vous avez des policiers dans votre famille? Non, non, non. Je suis devenu policier par hasard. Je le dis dans le livre, c'est expliqué. Je suis devenu policier par hasard, mais après 40 ans, j'ai aucun regret. C'est une vie extraordinaire. C'est la dernière phrase du livre. Une vie de flic tourmenté, mais je n'aurais pas aimé en vivre une autre. Non, c'est une vie extraordinaire. Surtout quand vous occupez du grand banditisme. C'est une vie extraordinaire, passionnante, même si parfois, comme c'est mon cas, on paye aussi un prix extraordinaire pour la vivre. Alors, on va comprendre pourquoi cette dernière phrase est la dernière phrase de votre livre. Une pause, et puis ensuite, action. L'invité de l'heure du crime ce soir, Bernard Petit, plus de 40 ans d'ailleurs dans la police, est un livre secret de flic, secret évidemment au pluriel. Un livre paru aux éditions du Seuil, où Bernard Petit, qui a été on va dire brièvement, mais il explique pourquoi le patron du 36 qui est des Orfèvres est revenu, après l'histoire qu'on évoquait il y a un petit instant, il est revenu sur un parcours émaillé qui a quasiment consacré à la police judiciaire et émaillé évidemment d'affaires que nous avons, pour les uns et pour les autres, tous lus pratiquement dans les journaux, comme celle qu'on va aborder maintenant. Ça se passe en 2010, le 5 juin 2010, un scénario, alors là, digne d'un grand film de banditisme, samedi midi, on est sur le port de Golfe-Juan, 20 fonctionnaires de police sont tenus d'assaut, procèdent à l'interpellation de 3 hommes qui sont réunis sur leur yacht luxueux, avec femmes et enfants. Ils sont considérés tous comme les figures peut-être les plus importantes du grand banditisme corso-marseillais, Bernard Barézy, les frères Michel et Gérard Campanella. Sont arrêtés avec d'autres personnes bien sûr, 12 autres personnes en même temps, et puis sont placés en garde à vue, et 2 jours plus tard, sur l'antenne d'RTL, Étienne Baudu fait pour les auditeurs le récit de cet incroyable coup de filet, c'était dans RTL Soir. Lorsque samedi midi, la vingtaine de policiers de la PJ investissent l'Atlas, un magnifique yacht de 27 mètres, amarré à Golfe-Juan, entre Cannes et Antibes, ils savent qu'ils vont ramener dans leur filet 3 gros poissons, dont 2 fugitifs, tout d'abord Bernard Barézy, 47 ans, en cavale depuis 18 ans, condamné par contumace en 1994, pour le braquage 4 ans plus tôt d'un fourgon blindé dans la région de Mulhouse, et puis les frères Campanella qui sont à bord avec leur famille, Gérald, 42 ans, lui aussi en cavale depuis 5 ans après une condamnation pour escroquerie. Enfin, son frère aîné, Michel, 48 ans, considéré comme le cerveau de l'équipe, on est là selon un enquêteur dans le top 5 du grand banditisme marseillais. Alors l'enquête, menée en toute discrétion pendant 1 an, est avant tout une enquête financière, et ces gens-là devront justifier leur train de vie, explique Christian Lotion, le directeur central de la PJ. Le train de vie, ça peut être un certain nombre de yachts qui ont été saisis, plusieurs dizaines de montres de très grande valeur. Maintenant, l'enquête devrait déterminer précisément d'où viennent ces sommes d'argent, et comment elles ont circulé, avec bien évidemment un gros travail d'investigation à faire sur peut-être l'étranger, pour essayer de déterminer exactement les flux financiers. Car tous se sont soupçonnés de diriger de nombreuses boîtes de nuit, véritables lessiveuses d'argent sale, d'en racter d'autres, et de faire fructifier de très lucratifs réseaux de machines à sous. Ce coup de filet pourrait en tout cas bien provoquer un séisme dans le milieu marseillais, et redistribuer les cartes. Alors là, on est à la fois dans un film,
et on est aussi dans ce qu'on peut appeler le milieu traditionnel, avec, comme dans le milieu, des surnoms, pour les uns ou pour les autres. Bernard Petit, Barézy, on l'appelle Jambon, pourquoi? Parce que c'est le nom de sa femme qui s'accompagne. Alors c'est un nom qui rappelle Jambon. On peut le dire, c'est Rano. Il y en a un autre qu'on appelle la baleine, l'autre c'est le gros, enfin bon, etc. Et on est effectivement dans le, comment dire, dans le terrain d'exercice familier du grand banditisme, depuis toujours. Oui, là, on est au cœur du grand banditisme. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous, on est en juin 2010, vous êtes sous-directeur, à l'époque, chargé de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière, et ce coup de filet, c'est l'aboutissement d'un travail, j'allais dire, de Romain, très long, et vous avez pris un luxe de précaution incroyable, pour que le secret ne soit pas éventé. Oui, vous imaginez que des gens qui s'affichent comme ça, alors qu'ils sont fugitifs, donc normalement, le fugitif, il est discret, il y a un célèbre fugitif en ce moment, il ne s'affiche pas comme ça partout, c'est difficile à trouver. Pas volontairement, en tout cas. Voilà, là, vous avez des gens, quand on en trouve un, puis qu'on trouve le deuxième, qui s'affichent, qui ont une vie, bien sûr, ils font attention, mais ils ne sont pas dans la clandestinité, ils ne sont pas reclus au fond d'une caverne, loin de là, la preuve, c'est le jour de l'arrestation, tout ça se passe sur un port, sur des yachts, etc. Et donc, il faut prendre des précautions, parce que, voilà, c'est des gens qui ont des renseignements, et qui peuvent évidemment éventer, non seulement l'arrestation, mais surtout les filatures, les surveillances, et qui peuvent nous échapper à ce moment-là, donc il faut être très prudent. Oui, alors, quand je dis que, grâce à votre récit, on est vraiment dans les coulisses des affaires, on se demande, quelquefois naïvement, nous, le grand public, comment se fait-il qu'un type échappe pendant 14 ans, il est fugitif pendant 14 ans, ils ont des infos, ils ont beaucoup d'argent, alors ces infos, elles viennent du milieu, bien sûr, parce que les indicateurs, ça ne marche pas dans un seul sens, et puis, quelquefois, ça vient de la sphère politique, quelquefois, ça vient même de la sphère policière. Vous dites, dans ce chapitre, qu'à l'évêché, c'est là, au siège de la police de Marseille, on a trouvé un policier en train de noter les numéros d'immatriculation des voitures de l'anti-gang. C'était pas pour se faire plaisir, c'était pour informer quelqu'un. Vous avez complètement raison, des gens qui s'affichent comme ça, ils ont beaucoup d'argent et ils ont du renseignement. Après, comme vous l'avez dit, les informateurs, c'est à double sens. Donc, ils sont renseignés et il faut prendre un certain nombre de précautions pour que, évidemment, on échappe à la sagacité, entre guillemets, des gens qui renseignent ces personnes. Alors là, c'était un grand luxe de précaution, vous avez à peine prévenu vos collègues de Marseille. Et vous n'avez surtout, avec votre équipe, plus de 20 personnes. Il y avait 100 policiers sur le terrain, en tout. Il y a eu une centaine de policiers de la police judiciaire engagés dans cette affaire. Alors, vous arrivez de Paris avec un gros groupe et là, vous vous dites, on ne va pas aller dans un hôtel à Marseille. Non, je vais se faire repérer. Bien sûr, oui, vous ne pouvez pas arriver à Marseille et aller dans des hôtels où la police va habituellement, quand elle va en mission, vous ne pouvez pas aller dans ces hôtels sans attirer l'attention, ne serait-ce que par les plaques minéralogiques, par le fait que vous n'êtes pas à l'abri qu'un collègue vous voit par hasard, et parle à un autre collègue, qui parle à un autre, qui parle à un autre, et qu'à la fin, une mauvaise personne l'entende et fasse la règle de 3 qui va vous être fatale. Donc, on a fait des choses un peu exceptionnelles. Vous allez dormir sur la base aérienne de Salon de Provence. Grâce aux militaires, et on ne les remerciera jamais assez, et on va aller se cacher là, en attendant le jour J. Et le jour J va arriver et sans problème, les cibles n'ont pas été avisées, elles n'ont rien vu arriver. Et ça marche, voilà. Et alors, le bilan de l'opération, les gangsters, vous avez la confirmation que vous le savez très bien, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, il faut le laver, il faut rentrer dans l'économie blanche, voire grise, mais enfin bon, ils ont des brasseries, ils ont des boîtes de nuit, ils ont investi en Asie, à Dubaï. La grande difficulté, c'est d'apporter la preuve de tout ça, très clairement, parce que, j'allais dire, dans le monde obscur, le monde criminel, le monde obscur, les règles de droit, évidemment, sont très différentes des nôtres, et il n'y a pas de papier écrit. Vous pouvez être patron d'une brasserie sans aucun papier, mais la brasserie,
bien avoué, il n'y a pas question de contester. À l'inverse, quand on n'est pas content, on n'envoie pas de papier bleu non plus. Voilà. Les machines à sous, c'est illégal, donc c'est une rentrée d'argent. Il y a beaucoup de cash. La difficulté qu'ont aujourd'hui les bandits d'aujourd'hui, c'est de faire rentrer cet argent dans les banques et dans le circuit légal. Autrefois, c'était le contraire, c'était de retirer le cash. Alors, il y a des gens qui ont des idées, quelquefois, lumineuses, il faut bien le dire, il faut le saluer aussi, quand même. Dans un petit instant, après la pause, là, on va raconter une autre histoire, une autre enquête. Là, on est vraiment dans le milieu des stupéfiants et du trafic de shit. Et vous allez raconter cette enquête parce que là, vous vous apercevez qu'ils ont trouvé un moyen absolument génial, en tout cas imprévu, de laver leur argent. J'allais dire leur pognon. Qui n'est pas le leur. On se retrouve dans un tout petit instant. L'heure du crime sur RTL Secret de flic, c'est le titre du livre publié par mon invité Bernard Petit, policier pendant plus de 40 ans, ancien patron du quai des Orfèvres, du 36 quai des Orfèvres. Il a écrit ce livre publié au Seuil, où il raconte un parcours de flic, finalement, avec quelques petits secrets. Effectivement, il y en a pas mal, si vous nous avez entendus depuis le début de l'émission, on découvre quand même pas mal de choses, pas toujours jolies d'ailleurs, sur les vraies coulisses de ce métier, et sur les affrontements entre policiers, diverses bandes de voyous. Et, je l'ai dit tout à l'heure, Bernard Petit, que vous avez passé pas mal de temps à lutter contre les trafiquants de drogue, et aussi les trafiquants, j'allais dire, d'argent. Parce que souvent, les deux choses sont liées. Alors là, vous allez nous raconter une histoire que j'ai beaucoup aimée dans votre livre, qui montre qu'il ne faut peut-être pas arrêter une enquête trop tôt, et c'est pas parce qu'on a trouvé la personne qu'on cherche qu'il faut se précipiter pour la mettre à l'ombre. Vous allez tous comprendre pourquoi, dans un tout petit instant, est-ce que cette histoire, on va la raconter par la fin. La fin, c'est le 13 octobre 2012. C'est une affaire qui a fait évidemment la lune de la presse et des télévisions, des radios. Une élue écologiste du 13e arrondissement de Paris est mise en examen, ce jour-là, on l'apprend ce jour-là en tout cas, pour blanchiment d'argent de la drogue et association de malfaiteurs. C'est quand même déjà quelque chose de tout à fait étrange. Ici, à RTL, c'est Raphaël Vantard, qui est journaliste au service police-justice, qui explique aux auditeurs ce qui s'est passé, qui répond d'ailleurs aux questions de Marine Maillefer, c'est dans le journal de 8h du matin. Il s'agit de Florence Lamblin, adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris, sous l'étiquette d'Europe Écologie Les Verts. Raphaël Vantard, bonjour. On lui reproche quoi précisément, Raphaël ? Eh bien, écoutez, Florence Lamblin aurait utilisé son compte dans une banque suisse pour tout simplement blanchir les fonds d'un important réseau de cannabis. En clair, l'adjointe d'Europe Écologie Les Verts, architecte de profession, encaissait des sommes liquides sur son compte en banque, des fonds qu'elle remettait ensuite aux têtes de ce réseau de drogue. Une mise à disposition de comptes bancaires dans laquelle l'élu aurait pris d'importantes commissions. Les perquisitions menées à son domicile parisien cette semaine et à son cabinet d'architecture ont d'ailleurs permis de retrouver plus de 400 000 € en liquide. Et comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à elle ? C'est une enquête colossale qui est menée depuis plus de 9 mois par les policiers français et suisses. Elle porte sur un trafic de cannabis entre le Maroc, où se situerait la tête du réseau, l'Espagne et la région parisienne, où la drogue était vendue, et la Suisse, où l'argent était blanchi. Au total, les enquêteurs français et suisses ont saisi plus de 2 millions d'euros en France et en Espagne. Des photos d'art, des lingots d'or, des montres de collection. 17 personnes ont été arrêtées au total et mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, dont cette adjointe au maire écologiste du 13e arrondissement de Paris. J'ajoute que ces 17 personnes ont tout à fait avoué que, effectivement, sans savoir spécialement qu'il s'agissait d'un réseau de trafiquants de stupéfiants, enfin en tout cas profiter de cet argent, parce qu'ils avaient des comptes à l'étranger et on leur a proposé une procédure de plaider coupable et ils sont actuellement en procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Le procès se terminera le 12 octobre prochain. Et alors, Bernard Petit, c'est pas pour parler du procès, mais de l'affaire de la mécanique, on appelle ça et vous appeliez ça, j'imagine, entre policiers, c'était l'affaire Elmaleh. Alors là, on est dans quoi ? On est dans la génération Kalachnikov, on est dans les
On n'est plus avec les parrains de Marseille. On est dans une autre génération de bandits, c'est une nouvelle forme de banditisme, c'est ce que certains journalistes ont appelé la génération Kalachnikov, à juste titre. On est essentiellement dans du trafic de résine de cannabis à très haut niveau, intensif, avec les go fast, beaucoup de cannabis qui remonte et beaucoup d'argent dégagé, on parle presque une dizaine de millions d'euros, quand même. Alors vous suivez une équipe pendant 9 mois, on l'a dit, tous ces gens, vous voyez des sacs de supermarché passer de main en main, vous savez qu'ils sont bourrés d'eux. Alors c'est très frustrant, vous imaginez, d'abord on regarde passer du cannabis, quand, après plusieurs arrivages, une fois qu'on sait qui fait quoi, on est tenté d'intervenir et de faire une saisie qui va un peu conclure tout ce qu'on a vu passer et l'identification de tout le réseau, et à ce moment-là, il faut suspendre l'action, parce que dans les sacs qu'on voit passer à droite à gauche, c'est plus du cannabis, c'est que de l'argent. Et donc on sait qu'à ce moment-là, on est passé sur le versant du blanchiment. Et en suivant les gens qui ont ces sacs, vous apercevez que l'argent, ils le remettent à des gens qui ne sont pas identifiés. C'était très déstabilisant. Très déstabilisant, parce qu'on parle toujours du délit de sale gueule, etc., mais c'est un peu vrai, les choses sont très humaines, mais là on a des profils qui n'ont rien à voir avec entre guillemets, nos clients habituels, et on est un peu déstabilisé au début, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce que ces gens viennent faire dans une industrie de trafic ? Et puis après, quand on réalise que c'est de l'argent, on est encore plus stupéfait de voir de l'argent circuler dans des sacs en plastique, qui sont ceux qu'on a au supermarché, ou qu'on avait autrefois au supermarché. Et comme ça, sans précaution particulière, et des sacs qui changent de main. Alors, l'explication, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas compris. Si vous voulez, il y a une officine de blanchiment d'argent, mais qui blanchit de l'argent en général, c'est-à-dire pas seulement les stupes, qui blanchit de la fraude fiscale, qui blanchit du travail clandestin, du travail dissimulé, des fraudes diverses. Et cette officine blanchit aussi l'argent des stupes. Alors, blanchir, ça veut dire donner de l'argent sale, avoir de l'argent sale au départ, et récupérer de l'argent propre, si j'ose dire. Mais comment dans cette affaire-là ? Dans cette affaire, c'est assez simple. Les gens qui sont à la tête de l'officine de blanchiment et qui ont une assise en Suisse auprès d'une grande banque, ils représentent une activité privée de cette grande banque, tout un système. Ce sont des vrais financiers, ces gens, c'est pas des gens. C'est pas fait comme ça, quoi. Ces gens reçoivent de l'argent de différentes personnes, et ils font des compensations. Ils font des compensations, c'est-à-dire que si, je prends cet exemple, si vous fraudez le fisc et que vous avez de l'argent caché en Suisse et que vous avez besoin d'argent à Paris, eh bien on vous donne de l'argent qu'on reçoit à Paris, directement à Paris, et on vous prélève la même somme en Suisse, par exemple, pour la remettre ailleurs. Et donc c'est une compensation, l'argent ne passe pas les frontières, elle passe sous les radars de toutes les instances chargées de surveiller. Il est plus simple de payer quelqu'un avec un compte en Suisse mais qui se présente en Suisse que de se faire évidemment livrer l'argent à Paris, ce qui est absolument illégal. Et donc ça vous fait beaucoup de cash, beaucoup d'argent qui circule, rien qui passe les frontières, rien de visible, rien de détectable. Cherchez pas la morale de l'histoire, il n'y en a pas, je vous le dis carrément, mais quand même, l'histoire est exceptionnelle, et puis vous racontez en détail dans le livre évidemment toutes les méandres de l'enquête, et surtout pourquoi avoir à un moment décidé de ne pas intervenir, ce qui était, évidemment, on le sait après coup, la chose à faire. Une pause donc tout de suite, et nous retrouvons Bernard Petit. RTL retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'invité de l'heure du crime ce soir, Bernard Petit pour son livre Secret de flic, paru aux éditions du Seuil, où il évoque, on en a déjà parlé un peu depuis le début de l'émission, la guerre des polices, les stupes, les mafias diverses, et Bernard Petit a été également patron de la police judiciaire, c'est-à-dire patron du 36 quai des Orfèvres, et au début de l'émission vous racontiez que, en fait, ce livre, on le doit au fait que le 3 février 2015, eh bien, votre bureau est envahi par la police des polices, on vous reproche des choses, on vous met un examen, on garde à vue, etc. Et vous avez écrit ce livre pour revenir aussi, parce que ça doit être très dur, parce qu'à ce moment-là le téléphone ne sonne plus, que les gens qu'on connaît bien et dont on pense qu'ils sont des amis intimes, je ne parle pas du fond de l'affaire, mais même si, j'allais dire, même si vous étiez vraiment totalement coupable de tout ce qui n'a pas l'air d'être le cas de ce que vous dites, en tout cas, vous allez vous défendre devant les tribunaux,
mais un ami, il est là aussi pour être toujours là quand ça va mal, quand même. Oui, mais ce n'est pas la conception de tout le monde, ce n'est pas la conception de tout le monde, c'est comme ça. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que le téléphone ne sonne plus, beaucoup d'amis entre guillemets ne sont plus des amis, ne vous parlent plus, rares sont ceux qui restent à vos côtés, et ceux qui restent avec beaucoup d'honnêteté, qui sont capables de vous dire, sur le fond, je n'ai rien à dire, mais tu restes mon copain, et je suis là si tu as besoin de quelque chose, ça c'est rare. En fait, c'est quand vous étiez patron du 36 qu'il y a eu l'histoire du viol qui n'est pas supposé, présumé, qui n'est pas encore jugé, le vol de cocaïne, les 52 kilos, volés à la brigade des stupéfiants, une Canadienne qui se plaît d'avoir été violée un soir, etc. C'est pas très facile de gérer, et ça vous affaiblit énormément. Mais ce début du mois de février 2015, et c'est pour ça qu'on va revenir à Charlie Hebdo, c'est moins d'un mois après ce terrible 7 janvier, c'est un mois et quelques jours après, ce 7 janvier, là vous êtes aux commandes du 36, et vous allez être un des premiers sur les lieux, on va parler de ça ensemble dans un tout petit instant, mais d'abord ce choc, tout le monde l'a ressenti en écoutant sa radio, par exemple RTL, on est en fin de matinée le 7 janvier 2015, et on apprend qu'effectivement une fusillade, on ne parle pas de terrorisme, on ne sait pas, une fusillade a eu lieu au siège du journal Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement, donc on a entendu, disent des témoins, des tirs d'armes automatiques, il y aurait des blessés, et l'information évidemment fait l'ouverture sur RTL du journal de RTL Midi, écoutez les premières explications que donnait sur notre antenne le journaliste spécialiste aussi de faits divers d'affaires. Criminel Georges Brounier. Cela se serait déroulé un petit peu après 11h30, selon les tout premiers éléments de l'enquête des hommes, cagoulés, vraisemblablement vêtus de noir, 2 ou 3 hommes, selon les témoignages, auraient pénétré dans le siège du journal, ou en tout cas tenté d'y pénétrer avant à ce moment-là d'ouvrir le feu a priori à plusieurs reprises, avec ce qui pourrait être, c'est toujours au conditionnel, des armes automatiques de type Kalachnikov. Aucun bilan officiel n'est donné pour le moment, mais des salariés du journal évoquent déjà au moins 2 blessés dans cette fusillade. Le bilan, Bernard Petit, sera terrible, puisque le bilan définitif, c'est 12 morts et 11 blessés, dont un policier aussi, mort avec les journalistes, dans la salle de rédaction, le brigadier Franck Brassolaro. Alors, comment est-ce que vous apprenez la chose? C'est quoi? C'est un coup de fil? Si vous voulez, non, on est en réunion, et en réunion les premiers SMS commencent à tomber auprès des directeurs d'administration qui sont là, autour de la table, et les SMS, moi, m'annonce un mort, abattu par balle, puis 2 morts, bon alors au début vous pensez à un homicide, malheureusement quand vous êtes le patron de la police judiciaire, c'est des choses qui arrivent, pas tous les jours, mais presque, et 2 morts, c'est déjà plus rare, vous pensez à un règlement de compte, vous pensez à un drame familial, et puis après, quand on commence à vous parler d'hommes en noir, à la Kalachnikov et tout, bon là vous quittez la réunion et vous vous rendez sur place pour voir qu'est-ce qui se passe, et là, c'est l'apocalypse, voilà. On est très loin de ce qui est annoncé par le journaliste qu'on vient d'entendre, on n'est plus à des blessés, on en est à plus de 10 morts, et à une scène de crime qui ressemble à une scène de guerre, qui est épouvantable. Et vous arrivez là, je m'imagine en costume de ville, quoi, voilà, et vous croisez des brancardiers qui descendent, je le raconte dans le livre, je rencontre des brancardiers qui ont du mal à tourner dans l'escalier qu'on aide à passer, et vous vous retrouvez avec du sang sur les mains, sur les manchettes, parce qu'il y a du sang partout, et c'est terrible. Et là, donc, il y a une certaine agitation parce que maintenant, vous savez que c'est un acte vraiment criminel de grande ampleur, les informations continuent à vous arriver, il y a un autre policier qui va mourir dans cette journée-là, bon, et vous êtes dans cette salle de rédaction avec ces cadavres, il y a un gars qui vous croise à un moment, qui vous demande, qu'est-ce qu'il vous demande? C'est irréel. Ce à quoi vous faites l'illusion, c'est irréel. Je veux dire, même dans un film, on ne peut pas croire que ça se passe comme ça. Quelqu'un, m'appelle par mon nom, me demande si je le reconnais, bon, par politesse, je dis oui, mais je ne sais pas trop qui c'est, il m'annonce qu'il est journaliste, il s'appelle Laurent Léger. Et là, vous dites, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils laissent rentrer les journalistes sur la scène de crime, et là, ce garçon me dit, j'étais là, je viens d'échapper à la mort, quoi. Et donc, évidemment, tout d'un coup, l'empathie revient très très fort, et vous vous dites, mon Dieu, il faut faire attention à lui, quoi.
c'était un miraculé. On va reparler de lui dans un instant, parce que vous lui avez demandé quelque chose ce jour-là de très difficile, qu'il a parfaitement, comment dire, accompli. On va l'écouter, Laurent Léger, c'est son nom, et il est donc présent lors de la conférence de rédaction où a lieu l'attaque. Il échappe, on l'a dit par miracle, aux balles des terroristes, et il témoigne sur RTL au micro de Jean-Baptiste Bourgeon. Tout d'un coup, la porte a explosé, un type a surgi dans la salle de réunion, il a crié à la voix de barre, puis il a commencé à tirer. Il a tiré très vite, comme des rafales. Puis l'instinct de survie, j'ai réussi à me jeter en arrière sous une petite table dans une inconnue. J'ai vu les corps de mes camarades devant moi, par terre. J'étais moi-même par terre recroquillé. Je ne sais pas dans quel état étaient ceux qui étaient par terre, s'ils étaient blessés, s'ils étaient morts. Je sais qu'à un moment, ils ont prononcé le nom de Charbon. Ils ont demandé le nom de personne d'autre, ils ont tiré. Puis après, ils ont fait machine arrière, ils sont partis dans le couloir, ils ont parlé visiblement à une survivante, qui lui ont dit on ne tue pas les femmes. Sur la piste des tueurs en série, le podcast commence par une image qui glace le sang. Sur une feuille de papier, 35 cases vides attendent d'être remplies, précédées de cette phrase terrible indiquant que la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme, Michel Fourniret, ne donne pas de nom. C'est un tueur absolu qui a forcément tué toute sa vie. Bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Ce récit est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Il est 20h, et Jacques Pradel prend l'antenne pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Cette émission, préparée chaque jour par Justine Vignot avec Émilien Vinet et réalisée techniquement par Romain Vacossin, accueille un invité d'exception. Il s'agit de Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015. Bernard Petit a publié, avant l'été, un livre intitulé Secrets de flic aux éditions du Seuil. Jacques Pradel avoue avoir découvert l'ouvrage à la rentrée, le mois de juin ayant été accaparé par le mondial de foot. En lisant ces pages, l'animateur a ressenti l'absolue nécessité d'inviter cet homme au parcours de grand flic. Bernard Petit a passé plus de 40 ans dans la police, principalement au sein de la police judiciaire. Durant ces 4 décennies, il a lutté contre la criminalité organisée, les narcotrafiquants, les braqueurs de banques et la célèbre Chinese Connection. Il a traqué les délinquants en col blanc et le milieu pur et dur, notamment le milieu corso-marseillais. Le 7 janvier 2015, alors qu'il dirigeait le mythique 36 quai des Orfèvres, il fut l'un des premiers sur les lieux du carnage de Charlie Hebdo, recevant par la suite les félicitations du Premier ministre. Pourtant, moins d'un mois après ses honneurs, le 3 février 2015, tout bascule. Alors qu'il se trouve dans son bureau, celui que l'on appelle le bureau de Maigret, la police des polices arrive pour une perquisition. Bernard Petit est accusé d'avoir révélé un secret d'instruction. S'ensuivent 48 heures de garde à vue et une invitation à faire valoir ses droits à la retraite. C'est tout un monde qui s'écroule en quelques secondes. Bien que l'instruction soit toujours en cours et que le temps judiciaire soit long, Bernard Petit a choisi d'écrire pour raconter des histoires avec une volonté littéraire, mêlant adrénaline, filature et arrestation. Il confie avoir toujours aimé écrire et prépare même un roman qu'il espère encore plus palpitant. Devenu policier par hasard, il ne nourrit aucun regret après 40 ans de service. Il décrit une vie de flic tourmentée mais extraordinaire, passionnante, malgré le prix élevé qu'il a dû payer. L'émission replonge ensuite dans une affaire marquante de 2010. Le 5 juin de cette année-là, sur le port de Golfe-Juan, 20 fonctionnaires de police procèdent à l'interpellation de 3 figures majeures du grand banditisme corso-marseillais, Bernard Barézy et les frères Michel et Gérard Campanella. Ils sont arrêtés sur leur yacht luxueux, l'Atlas, en compagnie de 12 autres personnes. Étienne Baudu, sur l'antenne de RTL Soir, racontait alors cet incroyable coup de filet. Bernard Barézy, 47 ans, était en cavale depuis 18 ans. Gérald Campanella, 42 ans, fuyait depuis 5 ans. Son frère Michel, 48 ans, était considéré comme le cerveau de l'équipe. L'enquête, menée discrètement pendant 1 an, portait sur leur train de vie fastueux, incluant des yachts, des dizaines de montres de valeur et des réseaux de machines à sous illégales.
Bernard Petit explique que pour réussir une telle opération, il a fallu un luxe de précaution inouï. Les fugitifs ne vivaient pas reclus mais s'affichaient, forts de leurs renseignements et de leurs moyens financiers. Pour éviter les fuites, Bernard Petit et sa centaine de policiers n'ont pas logé dans des hôtels à Marseille, de peur d'être repérés par des informateurs ou même des collègues indiscrets. Ils ont trouvé refuge sur la base aérienne de Salon de Provence grâce à l'aide des militaires. Le jour J, l'effet de surprise fut total. Bernard Petit souligne la difficulté de prouver les activités criminelles dans un monde où il n'y a pas de documents écrits, où les brasseries et les boîtes de nuit servent de lessiveuses pour l'argent sale. Une autre enquête fascinante évoquée par l'ancien patron du 36 concerne le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent. Le 13 octobre 2012, Florence Lamblin, une élue écologiste du 13e arrondissement de Paris, est mise en examen. Raphaël Vantard explique sur RTL qu'elle est soupçonnée d'avoir utilisé son compte bancaire en Suisse pour blanchir les fonds d'un réseau de cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la France. Les perquisitions révèlent plus de 400 000 € en liquide à son domicile. Cette enquête colossale de 9 mois montre une nouvelle forme de banditisme, souvent appelée la génération Kalachnikov. Bernard Petit raconte la frustration de suivre des trafiquants pendant des mois, de voir des sacs de supermarché passer de main en main, remplis non plus de drogue mais de millions d'euros en liquide. Les profils des blanchisseurs étaient déstabilisants, loin des clients habituels de la police. Il s'agissait d'une véritable officine financière utilisant des systèmes de compensation pour éviter de passer les frontières avec l'argent. Bernard Petit justifie la décision de ne pas intervenir trop tôt afin d'identifier l'ensemble de la structure, une stratégie qui s'est révélée payante. L'entretien revient sur la période difficile de février 2015. Bernard Petit évoque la solitude du chef lorsque le téléphone ne sonne plus et que les amis s'éloignent. Il rappelle le contexte tendu au 36, marqué par le vol de 52 kilos de cocaïne à la brigade des stupéfiants et des accusations de viol. Mais c'est le souvenir du 7 janvier 2000 qui reste le plus poignant. Ce matin-là, en pleine réunion, les premiers messages tombent. D'abord un mort, puis 2. On pense d'abord à un homicide classique, puis les détails sur les hommes en noir et les fusils d'assaut arrivent. Arrivé sur les lieux de la tragédie à Charlie Hebdo, Bernard Petit découvre une scène de guerre apocalyptique. Il croise des brancardiers dans l'escalier, aide à porter les blessés, et se retrouve avec du sang sur les mains. Le bilan définitif est de 12 morts, dont le brigadier Franck Brinsolaro. Dans la salle de rédaction, au milieu de l'horreur, un homme l'interpelle par son nom, c'est Laurent Léger, un journaliste qui vient d'échapper miraculeusement à la mort en se cachant sous une table. Laurent Léger témoignera plus tard sur RTL de ces instants d'effroi, décrivant l'irruption des tueurs, les tirs rapides comme des rafales et l'instinct de survie qu'il a sauvé alors que ses camarades tombaient autour de lui. Bernard Petit, malgré le choc, doit rester le professionnel, l'enquêteur, tout en portant le poids humain de cette tragédie. Son livre, Secret de flic, est le témoignage d'une vie entière dédiée à la justice, faite de victoires éclatantes, de chutes brutales, mais surtout d'une humanité profonde qui persiste au-delà des épreuves. Sur la piste des tueurs en série, le podcast commence comme un souffle glacé sur la nuque. Sur une feuille de papier blanc, 35 cases vides attendent, précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes cachées dans les replis de l'histoire. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL, la voix qui raconte l'humain dans toute sa complexité. Il est 20h. De 20h à 21h, Jacques Pradel prend le micro sur RTL pour l'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée avec soin par Justine Vignot avec Émilien Vinet. Et c'est Romain Vacossin qui veille à la réalisation technique de cette émission pour que chaque mot résonne avec justesse. L'invité de ce soir, il s'agit de Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015. Bernard Petit a publié, avant l'été, un livre que je n'ai pas vu passer tout de suite, mais qui m'a saisi le cœur.
Bonsoir Bernard Petit. Je vous le dis tout de suite, j'ai découvert à la rentrée votre livre. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, au mois de juin, nous étions tous tournés vers le mondial de football. Enfin bon, nous n'avions pas beaucoup de place pour imaginer des émissions de l'heure du crime. Et en lisant votre livre, en découvrant vos mots lors de notre rentrée des classes, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument vous inviter, ce qui est donc fait aujourd'hui. Je vous en remercie chaleureusement. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais, avant de vous laisser continuer, rappeler en 2 mots vos états de service pour que chacun comprenne qui parle. Plus de 40 ans dans la police, principalement d'ailleurs dans la police judiciaire. Vous avez passé pendant ces 40 ans, la plupart de votre temps, à lutter contre ce qu'on appelle la criminalité organisée, les narcotrafiquants, les braqueurs de banque, la Chinese Connection. Nous verrons si nous aurons le temps de parler de tout cela. Vous avez traqué les délinquants en col blanc aussi, bien sûr. Et puis le milieu pur et dur, si j'ose dire, le milieu corso marseillais qui ressemble parfois à un roman noir. Et le 7 janvier 2015, vous êtes l'un des premiers sur les lieux, vous êtes le patron du 36, et vous êtes l'un des premiers sur les lieux du drame de Charlie Hebdo. Bref, le Premier ministre vous félicite après coup. Un parcours qu'on appelle un parcours de grand flic. Et puis, nous allons aborder ensemble dans un petit instant quelques-unes de ces affaires qui vous ont particulièrement marqué au cours de votre carrière. Et puis moins d'un mois après ces félicitations ministérielles, le 3 février 2015, tout bascule subitement. Vous êtes dans votre bureau, le bureau de Maigret. On va perquisitionner le bureau de Maigret. Vous avez la police des polices qui arrive chez vous. Et c'est pour vous. Oui, c'est exact. C'est pour moi. Quelqu'un m'accuse de lui avoir révélé un secret d'enquête, un secret d'instruction. Et naturellement, cette personne m'accusant, une enquête est dirigée contre moi qui aboutit à une perquisition et 48 heures de garde à vue. Vous êtes invité à faire valoir vos droits à la retraite. C'est-à-dire que c'est tout un monde qui s'écroule en quelques secondes seulement. Ici, nous ne allons pas parler du fond de l'affaire parce que d'abord, vous êtes mis en examen et l'instruction est toujours en cours. Quand on connaît le temps judiciaire qui n'est pas le temps ni des médias ni souvent du citoyen moyen, on comprend la patience nécessaire. Donc évidemment, nous ne allons pas parler du contenu de cette affaire. Est-ce que, quand même, cet événement vous a fait finalement décider d'écrire un livre? Puisque ce livre s'appelle Secret de flic. Il est paru juste avant l'été aux éditions du Seuil. Et en dehors de la chute, vous y racontez les coulisses d'un certain nombre d'affaires dont nous allons parler. Alors, si vous voulez, le livre contient seulement un chapitre consacré à ma chute. Mais non, le livre parle tout à fait d'autre chose. Il a même une volonté d'être un peu littéraire. J'ai voulu raconter des histoires avec cœur. C'est bien raconter, je vous le dis. Bien les raconter et faire que les gens qui le lisent dévorent le livre plutôt qu'ils ne le posent sur une étagère. Voilà, on peut dire qu'il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des filatures, il y a des arrestations. C'est ce que je voulais transmettre. J'ai toujours aimé écrire. Je prépare même un autre livre, pour bientôt, un roman cette fois. Et j'espère qu'il sera beaucoup plus palpitant que celui-là encore. Non, j'ai toujours écrit. C'est sûr qu'en écrivant maintenant, je devais consacrer une place à ma chute pour expliquer qui j'étais et pourquoi j'avais désormais le temps d'écrire ce livre. Comment avez-vous eu le goût d'être policier? Avez-vous des policiers dans votre famille? Non, pas du tout. Je suis devenu policier par hasard. Je le dis dans le livre, c'est expliqué simplement. Je suis devenu policier par hasard, mais après 40 ans, je n'ai aucun regret. C'est une vie extraordinaire. C'est la dernière phrase du livre, une vie de flic tourmenté, mais je n'aurais pas aimé en vivre une autre. Non, c'est une vie extraordinaire. Surtout quand vous vous occupez du grand banditisme. C'est une vie passionnante, même si parfois, comme c'est mon cas, on paye aussi un prix extraordinaire pour la vivre pleinement. Alors, nous allons comprendre pourquoi cette phrase clôt votre ouvrage. Une pause, et puis ensuite, action. L'invité de l'heure du crime ce soir est Bernard Petit. Un livre secret de flic, secret au pluriel.
Bernard Petit, qui a été le patron du 36 quai des Orfèvres, est revenu sur un parcours consacré à la police judiciaire et émaillé d'affaires que nous avons tous lues dans les journaux. Cela se passe en 2010. Le 5 juin 2010, un scénario digne d'un grand film de banditisme. Samedi midi, sur le port de Golfe-Rouen, 20 fonctionnaires de police procèdent à l'interpellation de 3 hommes réunis sur leur yacht luxueux, avec femmes et enfants. Ils sont considérés comme les figures les plus importantes du grand banditisme corso-marseillais. Bernard Barézy, les frères Michel et Gérard Campanella sont arrêtés avec 12 autres personnes en même temps. Et puis 2 jours plus tard, sur l'antenne de RTL, Étienne Baudu fait le récit de cet incroyable coup de filet. Lorsque samedi midi, la vingtaine de policiers de la police judiciaire investissent l'Atlas, un magnifique yacht de 27 mètres amarré à Golfe-Rouen entre Cannes et Antibes, ils savent qu'ils vont ramener dans leur filet 3 gros poissons, dont 2 fugitifs. Tout d'abord Bernard Barézy, 47 ans, en cavale depuis 18 ans. Et puis les frères Campanella qui sont à bord avec leur famille, Gérald, 42 ans, lui aussi en cavale depuis 5 ans. Enfin, son frère aîné, Michel, 48 ans, considéré comme le cerveau de l'équipe. L'enquête, menée en toute discrétion pendant 1 an, est avant tout une enquête financière. Ces gens-là devront justifier leur train de vie, explique Christian Lotion, le directeur central de la police judiciaire. Le train de vie, cela peut être un certain nombre de yachts saisis ou plusieurs dizaines de montres de très grande valeur. Maintenant, l'enquête devrait déterminer précisément d'où viennent ces sommes d'argent car tous sont soupçonnés de diriger de nombreuses boîtes de nuit et de faire fructifier de lucratifs réseaux de machines à sous. Ce coup de filet pourrait bien provoquer un séisme dans le milieu marseillais et redistribuer les cartes. Alors là, nous sommes à la fois dans un film et dans ce qu'on peut appeler le milieu traditionnel, avec des surnoms. Bernard Petit, Barézy, on l'appelle Jambon, pourquoi ? Parce que c'est le nom de sa femme. Il y en a un autre qu'on appelle la baleine, l'autre c'est le gros. Nous sommes effectivement dans le terrain d'exercice familier du grand banditisme. Oui, là, nous sommes au cœur du sujet. En juin 2010, vous êtes sous-directeur chargé de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière. Ce coup de filet est l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Vous avez pris un luxe de précaution incroyable pour que le secret ne soit pas éventé. Oui, vous imaginez que des gens qui s'affichent comme cela, alors qu'ils sont fugitifs, doivent normalement être discrets. Là, ils ne sont pas reclus au fond d'une caverne. La preuve, tout se passe sur un port, sur des yachts. Il faut prendre des précautions car ils ont des renseignements et peuvent éventer les filatures. Il faut être très prudent. On se demande parfois comment un type échappe pendant 14 ans à la justice. Ils ont des infos, ils ont beaucoup d'argent. Ces infos viennent du milieu, mais aussi parfois d'ailleurs. Vous dites dans ce chapitre qu'à l'évêché, au siège de la police de Marseille, on a trouvé un policier en train de noter les numéros d'immatriculation des voitures de l'anti-gang. Ce n'était pas pour se faire plaisir, c'était pour informer quelqu'un. Vous avez raison, ces gens ont du renseignement. Il faut donc prendre des précautions pour échapper à leur sagacité. Pour cette opération, vous avez à peine prévenu vos collègues de Marseille. Il y avait 100 policiers sur le terrain en tout. Vous arrivez de Paris avec un groupe et vous vous dites que vous ne allez pas aller dans un hôtel à Marseille pour ne pas être repéré par les plaques minéralogiques ou par hasard. Donc, vous allez dormir sur la base aérienne de Salon de Provence grâce aux militaires, que nous remercions. Et vous allez vous cacher là en attendant le jour J. Et le jour J arrive et les cibles n'ont rien vu venir. Cela marche. Le bilan montre comment on lave l'argent pour rentrer dans l'économie légale avec des brasseries ou des boîtes de nuit. La grande difficulté est d'apporter la preuve de tout cela car il n'y a pas de papier écrit dans le monde criminel. Les machines à sous sont une rentrée d'argent liquide importante. La difficulté pour les bandits d'aujourd'hui est de faire rentrer cet argent dans les banques. Autrefois, c'était le contraire. Dans un petit instant, nous allons raconter une autre histoire, une enquête dans le milieu des stupéfiants. Vous allez voir qu'ils ont trouvé un moyen ingénieux de laver leur argent. On se retrouve dans un tout petit instant sur RTL. Secret de flic, c'est le titre du livre de Bernard Petit. Nous découvrons les coulisses de ce métier et les affrontements entre policiers et voyous. Bernard Petit, vous avez passé du temps à lutter contre les trafiquants de drogue et d'argent. Souvent les deux sont liés.
Voici une histoire qui montre qu'il ne faut pas arrêter une enquête trop tôt. La fin de cette histoire se situe le 13 octobre 2012. Une élue du 13e arrondissement de Paris est mise en examen pour blanchiment d'argent de la drogue. C'est tout à fait étrange. Raphaël Vantard explique ce qui s'est passé. Il s'agit de Florence Lamblin. On lui reproche d'avoir utilisé son compte dans une banque suisse pour blanchir les fonds d'un réseau de cannabis. L'adjointe encaissait des sommes liquides sur son compte et les remettait aux têtes du réseau en prenant des commissions. Les perquisitions ont permis de retrouver plus de 400 000 € en liquide. C'est une enquête colossale menée par les policiers français et suisses sur un trafic entre le Maroc, l'Espagne, la région parisienne et la Suisse. Au total, 17 personnes ont été arrêtées. Bernard Petit, c'est l'affaire El Maleh. Nous sommes dans une nouvelle forme de banditisme, la génération Kalachnikov. On parle de millions d'euros. Vous suivez une équipe pendant 9 mois et vous voyez des sacs de supermarché passer de main en main. C'est frustrant de regarder passer le cannabis sans intervenir tout de suite, mais il faut attendre car dans les sacs, ce n'est plus de la drogue mais de l'argent. On passe sur le versant du blanchiment. C'est déstabilisant car les profils n'ont rien à voir avec nos clients habituels. On voit de l'argent circuler dans des sacs en plastique sans précaution particulière. Il y a une officine de blanchiment qui s'occupe de fraude fiscale et de l'argent des stupéfiants. Blanchir signifie transformer l'argent sale en argent propre. Dans cette affaire, les gens à la tête de l'officine font des compensations. Si vous avez de l'argent caché en Suisse et besoin d'argent à Paris, on vous donne l'argent à Paris et on prélève la même somme en Suisse. L'argent ne passe pas les frontières physiquement et reste sous les radars. C'est simple et indétectable. L'histoire est exceptionnelle et montre pourquoi il ne faut pas intervenir trop vite. Nous retrouvons Bernard Petit pour évoquer le 7 janvier 2015. Vous êtes aux commandes du 36 et vous êtes l'un des premiers sur les lieux de Charlie Hebdo. Le choc est immense pour tout le monde. Georges Brounier expliquait alors qu'une fusillade avait eu lieu avec des armes automatiques de type Kalachnikov. Le bilan sera terrible, 12 morts et 11 blessés, dont le policier Franck Brinsolaro. Bernard Petit, comment apprenez-vous la nouvelle ? Nous sommes en réunion quand les premiers messages tombent. On annonce un mort, puis 2. On pense d'abord à un homicide classique, puis quand on parle d'hommes en noir et de Kalachnikov, on se rend sur place. Là, c'est l'apocalypse. C'est une scène de guerre épouvantable. On rencontre des brancardiers dans l'escalier, il y a du sang partout. C'est terrible. Dans cette salle de rédaction, quelqu'un vous interpelle. C'est irréel. Quelqu'un m'appelle par mon nom et me demande si je le reconnais. C'est le journaliste Laurent Léger qui vient d'échapper à la mort. C'est un miraculé. Laurent Léger témoigne alors, tout d'un coup, la porte a explosé, un type a surgi et a commencé à tirer. J'ai réussi à me jeter sous une petite table. J'ai vu les corps de mes camarades par terre. Ils ont prononcé le nom de Charb et ils ont tiré. Puis ils sont partis en disant qu'ils ne tuaient pas les femmes. La nuit s'installait doucement sur la ville de Paris, étendant son manteau de velours sur les toits de zinc et les rues pavées qui commençaient à briller sous une pluie fine. Dans les studios de la radio-télévision Luxembourg, l'atmosphère était à la fois électrique et feutrée. C'était l'heure où les voix se faisaient plus profondes pour raconter les histoires qui marquent l'âme humaine. Jacques Pradel, l'homme dont la voix semblait avoir traversé toutes les époques du crime et de la justice, s'apprêtait à ouvrir une nouvelle page d'un récit hors du commun. Sur une feuille blanche, 35 cases vides attendaient d'être remplies. Elles étaient précédées d'une phrase qui glaçait le sang de ceux qui la lisaient pour la première fois. La liste des victimes est la suivante. Le vieil homme, fidèle à sa perversité légendaire, ne donnait aucun nom. Michel Fourniret, cet être dont l'existence même semblait un défi à l'humanité, était ce que l'on appelle un tueur absolu. Il avait sans doute semé la douleur tout au long de sa vie, et chacun savait, au fond de son cœur, qu'il existait d'autres victimes dont le nom restait encore un secret jalousement gardé par le silence des tombes oubliées. Sur la piste des tueurs en série, le podcast cherchait à lever le voile sur ces mystères, offrant une réflexion sur la fragilité de la vie et la nécessité de la mémoire. 20 heures sonnèrent à l'horloge du studio. Le générique de l'émission L'heure du crime commença à résonner, marquant le début d'un voyage au cœur de la police judiciaire française. Jacques Pradel, avec sa bienveillance habituelle,
salua ses auditeurs. Il était entouré de son équipe dévouée, Justine Vignot, Émilien Vinet et Romain Vacossin, qui assuraient la réalisation technique de ce moment de partage. L'invité de ce soir n'était pas un inconnu pour ceux qui suivaient les affaires de l'État, Bernard Petit, ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015. Bernard Petit venait de publier un livre intitulé Secrets de flic aux éditions du Seuil. Jacques Pradel avoua avec une franchise touchante qu'il n'avait découvert l'ouvrage qu'à la rentrée, les distractions du mondial de football ayant accaparé l'espace médiatique au mois de juin. Mais dès les premières pages, le journaliste avait compris que ce témoignage était essentiel. Il fallait inviter cet homme qui avait passé plus de 40 ans dans la police, luttant contre la criminalité organisée, les narcotrafiquants et les délinquants en col blanc. Bernard Petit avait connu l'adrénaline des filatures et le poids des responsabilités au numéro 36 du quai des Orfèvres. Il avait été l'un des premiers sur les lieux du carnage de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, un événement qui avait marqué sa carrière de grand flic. Pourtant, moins d'un mois après avoir été félicité par le Premier ministre, tout avait basculé pour lui. Le 3 février 2015, la police des polices avait perquisitionné son bureau, celui-là même où plane encore l'ombre de Maigret. Accusé d'avoir révélé un secret d'enquête, Bernard Petit avait vu son monde s'écrouler en quelques secondes. 48 heures de garde à vue et une mise à la retraite forcée avaient suivi. Dans le studio, Bernard Petit parlait de sa chute avec une dignité remarquable. Il expliquait que son livre n'était pas seulement un plaidoyer, mais une œuvre à volonté littéraire. Il voulait raconter des histoires, faire vivre au lecteur les émotions intenses de son métier, sans pour autant tomber dans le cynisme. Il confiait son goût pour l'écriture et son projet de publier prochainement un roman. Devenir policier avait été pour lui le fruit du hasard, mais après 40 ans, il ne regrettait rien. Sa vie avait été extraordinaire, passionnante, malgré le prix élevé qu'il avait dû payer pour la vivre. Le récit nous transportait ensuite en juin 2010, sur le port de Golfe-Juan. C'était un samedi midi, sous un soleil éclatant qui faisait scintiller les eaux de la Méditerranée. Une opération digne d'un grand film de cinéma était sur le point de se dérouler. 20 fonctionnaires de la police judiciaire, armés de patience et de détermination, s'apprêtaient à investir l'Atlas, un yacht luxueux de 27 mètres de long. À bord, 3 figures majeures du grand banditisme corso-marseillais se trouvaient réunies avec leurs familles. Il y avait Bernard Barézy, surnommé Jambon en raison du nom de sa compagne qui rappelait le jambon serrano. Il était en cavale depuis 17 ans, après avoir été condamné pour le braquage d'un fourgon blindé. À ses côtés se trouvaient les frères Campanella, Gérald et Michel. Ce dernier était considéré comme le cerveau de l'équipe, une pièce maîtresse du milieu marseillais. L'enquête, menée avec une discrétion absolue pendant une année entière, portait sur des flux financiers complexes, des boîtes de nuit suspectées de servir de lessiveuses d'argent sale et des réseaux de machines à sous illégales. Bernard Petit, alors sous-directeur chargé de la lutte contre le crime organisé, racontait l'importance du secret dans une telle opération. Pour éviter toute fuite, les policiers venus de Paris ne s'étaient pas installés dans les hôtels habituels de Marseille, où ils auraient pu être repérés par des regards indiscrets. Ils avaient trouvé refuge sur la base aérienne de Salon de Provence, grâce à la complicité des militaires. Le jour de l'arrestation, les cibles n'avaient rien vu venir. Ce fut un coup de filet magistral qui redistribua les cartes au sein du milieu. L'histoire se poursuivait avec une autre enquête, tout aussi fascinante, qui montrait la complexité des circuits financiers modernes. Le 13 octobre 2012, la presse s'était emparée d'une nouvelle stupéfiante. Florence Lamblin, une adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris, architecte de profession, était mise en examen pour blanchiment d'argent de la drogue. On lui reprochait d'avoir utilisé ses comptes en Suisse pour faciliter les transactions d'un réseau de trafic de cannabis. Cette affaire, nommée l'affaire El Malais, révélait une nouvelle forme de banditisme, loin des vieux parrains de Marseille. C'était la génération Kalachnikov, capable de manipuler des millions d'euros. Les policiers avaient suivi pendant 9 mois des sacs de supermarchés qui passaient de main en main, remplis non plus de drogue, mais de liasses de billets. Le mécanisme était ingénieux, il s'agissait de compensation. L'argent sale restait en France pour être utilisé localement, tandis que des sommes équivalentes étaient prélevées sur des comptes en Suisse. Tout se passait sous les radars des autorités financières, sans que les fonds ne traversent physiquement les frontières.
Bernard Petit se souvenait de la frustration de ses équipes devant ces profils atypiques de blanchisseurs qui n'avaient rien à voir avec leurs clients habituels. Il soulignait l'importance de ne pas intervenir trop tôt, afin de comprendre l'intégralité du système. C'était une leçon de patience et d'intelligence stratégique. Enfin, le récit abordait le moment le plus sombre mais aussi le plus poignant de la carrière de Bernard Petit, le 7 janvier 2015. Ce matin-là, la France avait été frappée au cœur. Une fusillade avait éclaté au siège du journal Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement. Au début, les premières informations parlaient de quelques blessés, mais la réalité était bien plus terrible. 12 personnes avaient perdu la vie et 11 autres étaient blessées. Parmi les morts se trouvait le brigadier Franck Brinsolaro, un policier dévoué à sa mission de protection. Bernard Petit se trouvait en réunion lorsqu'il reçut les premiers messages. Il s'était rendu immédiatement sur les lieux. L'apocalypse l'attendait. La scène de crime ressemblait à un champ de bataille, avec du sang partout, jusque sur les manchettes de son costume de ville. C'est dans ce chaos indescriptible qu'il croisa Laurent Léger, un journaliste qui venait de survivre par miracle en se cachant sous une table. L'empathie ressentie par le policier envers ce survivant était immense. Laurent Léger avait raconté comment la porte de la salle de rédaction avait explosé et comment les assaillants avaient crié avant d'ouvrir le feu. L'instinct de survie l'avait sauvé. Malgré l'horreur, il restait une lueur de courage et de dignité humaine. Bernard Petit, dans son rôle de protecteur de la cité, avait dû gérer cette crise sans précédent, tout en sachant que sa propre vie allait bientôt prendre un tournant inattendu. La vie d'un flic est faite de ces contrastes, entre l'ombre des affaires criminelles et la lumière de l'engagement. Bernard Petit, malgré sa chute, gardait la tête haute. Son témoignage, empreint d'humanité et de réalisme, offrait aux auditeurs de la radio une vision sincère d'un métier où l'on côtoie le pire comme le meilleur de l'homme. La dernière phrase de son livre résonnait comme un testament, une vie de flic tourmentée, mais je n'aurais pas aimé en vivre une autre. Dans le silence du studio, après le départ de l'invité, l'écho de ces paroles restait gravé dans les esprits, rappelant que derrière chaque dossier criminel, il y a des êtres de chair et de sang qui cherchent, envers et contre tout, à maintenir l'équilibre fragile de notre société.